Renolo, nouvelle formule, nouveau décor et surtout nouvel horaire. Désormais, l'émission sera diffusée tous les mercredis soirs en prime, s'il vous plaît. Mais ne perdons pas de temps, voici tout de suite la bande-annonce. Je veux une rupture thatchérienne, cameronienne, schröderienne. Rien que ça, François Fillon, candidat à la prochaine élection présidentielle, viendra nous donner les grandes lignes de son programme en rupture. En rupture économique, en rupture avec la politique étrangère menée par l'actuel gouvernement. Il sera notre grand témoin. Mais juste avant, vous assisterez au match de nos deux polémistes. Nous reviendrons sur le crash syndical d'Air France, sur la polémique Onfray qui ne cesse d'enfler et sur la France qui n'attirerait pas, qui ne saurait pas garder ses jeunes. Alors que les historiques Patrick Pelloux et Luz ont annoncé leur départ du journal, que reste-t-il de l'après-Charlie? Pour y répondre, Sébastien Huyghe face à Eduardo Riancipel. Les deux députés seront là pour notre grand débat. Pour terminer l'émission, focus sur le terrorisme et ses formes multiples avec l'un des spécialistes de la question, Alain Bauer. Un programme bien chargé, sans oublier la semaine politique vue par notre ami Tanguy Pastureau. Allez, c'est parti. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bonsoir Valérie. Est-ce que vous vous êtes manqués mutuellement? C'est un peu excessif. Le mot est un peu excessif. C'est vrai? Moi, je note que vous faites une nouvelle coupe sans nous demander l'autorisation. C'est vrai, je vous ai dit n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a déjà trop de changements dans cette émission. Absolument. Nouveau générique, nouvelle coupe. Nouvelle musique, nouvelle Je coupe. hais le changement. Ça fera partie des thèmes du match sur ma coupe de cheveux, donc on va d'en reparler. Très bien. Non, je plaisante. Évidemment, on lance tout de suite le vrai match. Vous êtes d'accord? S'il vous plaît. Allez, le match. Alors, regardez bien, juste derrière moi, il y a un écran et surtout des chronomètres. Alors ces chronomètres, voilà, ils seront là pour noter qui parle le plus dans cette séquence. Suivez mon regard. Ouais. Non, moi je vois rien. Ah, vous je suis voyez myope, pas, je non, vois pas. vous voyez pas les... je vous les donnerai de temps en temps. Il voit ce qu'il arrange. Bien sûr, je dis ça de manière très générale. Bien sûr. Voilà. On avait compris. Bon, on commence tout de suite avec... Ça n'a pas commencé? Non, ça n'a pas commencé encore. Pour ça il attaque quand même. Oui, c'est pour ça que j'en profite. Ah, pas mal. Il a gratté quelques secondes. Oui, voilà, c'est déjà ça. Bon, on commence tout de suite avec le premier thème et l'interpellation cette semaine des salariés d'Air France accusés d'avoir violenté la direction de la compagnie aérienne. Jean-Luc Mélenchon et Cécile Duflot se sont indignés quand François Fillon, lui, s'en félicite et appelle aux sanctions. Éric Nolot, vous êtes plutôt indigné ou bien content de ce qui leur arrive? Je pense à La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, ça on le savait déjà, mais maintenant, selon que vous serez puissant ou misérable, soit on vous interpellera au saut du lit, soit on vous demandera à quelle heure ça vous dérange le moins de passer. Écoutez, moi, je ne suis pas pour l'impunité, il y a des choses assez graves qui ont été commises, il fallait sanctionner. Est-ce que c'était la peine de le mettre en scène de cette manière? Je ne trouve pas, d'autant que la puissance qui abat le bras de la justice, c'est l'État qui porte quand même une lourde responsabilité dans la crise. Dans cette affaire, hein. Pourquoi avoir accepté que les aéroports de Paris ponctionnent de la sorte Air France? Pourquoi cette taxe Chirac qui pénalise à peu près que la France? Je crois qu'il y a 8 pays en tout qui appliquent la taxe Chirac. Donc c'est vraiment le principe du pompier pyromane. Et puis surtout, plus fondamentalement, il y a une telle violence sociale en France, il y a un tel déséquilibre maintenant au détriment des employés et des travailleurs, que voilà, ils n'ont plus que ça pour se faire entendre. Et je vais vous dire, le plus triste de l'affaire, c'est que si vous ne faites pas ça, rien ne se passe. Comme par hasard, les négociations ont repris. Bien sûr. Si vous restez dans les clous, il ne se passe rien. C'est une terrible leçon. La France n'arrive pas à négocier socialement. Tout se passe en force. C'est une vieille tradition, mais pour une fois, c'est une tradition qu'il ne faudrait pas perpétuer. Alors, c'est marrant parce que ton analyse n'est pas fausse, mais ton exemple est mauvais. Parce que quand tu dis la fable de La Fontaine, aujourd'hui, les puissants souvent vont être cherchés au saut du lit. On a connu ça pour Tapi, on a connu ça comme Cahuzac par exemple. Comme oui, mais enfin Cahuzac, il a quand même démissionné. On a connu des ministres pris au saut du lit. Je me souviens de Carignon. Je me souviens de Longuet qui est obligé de démissionner. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Il y a même une jubilation. Il y a Sarkozy qui passe des heures en garde à vue. Il y a même une jubilation de certains juges. Sarkozy, on va pas l'arrêter à 6h du matin, tu vois. Eh oui, mais il a passé des heures en garde à vue, etc. Donc non, c'est pas. En revanche, il y a le vrai sujet que tu as abordé, qui est violence contre violence. C'est-à-dire, le licenciement, c'est une violence, les types deviennent chômeurs, leurs femmes les quittent, il y en a qui se suicident. Enfin, c'est une vraie violence. Il n'y a pas à mépriser ça, c'est de la vraie violence. Moi, ce que je trouve intéressant historiquement, c'est la réaction de Valls. C'est-à-dire que Mélenchon a une réaction classique de la gauche. Qui les appelle à récidiver d'ailleurs. Voilà, la violence est révolutionnaire. C'est le vieux truc de Karl Marx, la violence accoucheuse de l'histoire, etc. Valls, il a une réaction de chef du gouvernement moderne. C'est-à-dire, pas de violence. Ce sont des voyous. Exactement, ce sont des voyous. Je trouve que là, la gauche, une fois de plus... Non, mais là, ça marche pas. C'est la gauche du gouvernement. Il est Premier ministre. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Mais je ne reproche rien. Je constate. Je ne dis pas qu'il a l'un a tort, l'autre a raison. Je constate simplement comment la gauche est obligée de se fracturer sur quelque chose qui les a unifiés pendant un siècle et demi. C'est tout. Maintenant, moi, ce que je comprends pas dans cette histoire, c'est les négociations.
les négociations, moi je veux bien, mais quand il y en a un qui est le plus fort, on peut rien négocier. C'est le vrai problème. C'est la phrase, vous savez, de Warren Buffett, le milliardaire, qui disait la lutte des classes existe et les riches l'ont gagnée. Donc à partir de ce moment-là, mais la preuve que si, elles ont repris. Oui, mais sur quoi? Non, mais c'est triste à dire. Mais sur quoi? Parce que je sais pas sur quoi. À la base. Non, c'était pas possible. Tout d'un coup, c'est possible. Il y a un truc qu'on oublie quand même, parce qu'on met tout le monde dans le même sac. Je trouve que il y a le comportement des pilotes qui est assez critiquable. C'est-à-dire que le corporatisme des pilotes qui refusent de voler davantage, alors qu'ils sont les mieux payés de la compagnie, et que ce n'est même pas sur leur dos que vont se faire les licenciements, les 2900 c'est uniquement sur les autres. Là, je trouve que c'est un peu limite cette histoire. C'est un argument peut-être qui te fera plaisir. Je vois que l'État est intervenu en faveur du cinéma français. Oui, absolument. Voilà. Non, mais pour alléger... Ne me lance pas là-dessus. Non, mais voilà. Non, mais pour alléger les taxes, pour qu'on puisse se tourner en France, ce que je trouve de bonne politique. Attention, moi j'approuve ça. Mais alors pourquoi dans un cas c'est possible, pourquoi dans l'autre c'est pas possible? Quel est ce deux poids deux mesures? Ne me lance pas sur ton cher monde du cinéma. C'est pas mon cher monde du cinéma, puisque c'est moi-même qui ai avancé le sujet. Non, mais des Donc gens vous pensez que l'État devrait intervenir? Évidemment. Enfin, l'État devrait jouer son rôle dans cette histoire, puisqu'il a un rôle à jouer. Je trouve que la réaction de Valls c'est normal. Si le Premier ministre commence à dire c'est normal les violences, c'est fini. Mais qui ne devrait pas s'arrêter là. Je pense qu'on a compris. Voilà. On a compris vos points de vue. On va maintenant, regarder cette une parmi les dernières de l'Obs avec en couverture le phénomène Michel Onfray et ce surtitre penseur ou catcheur. Alors pour un certain nombre d'observateurs, Michel Onfray ferait désormais partie des intelloréacs et c'est pour se défendre de cette étiquette qu'il réunira ses soutiens à la Mutualité le 20 octobre prochain. Éric Zemmour, est-ce que vous irez à la Mutualité? Est-ce qu'il reçoit ses soutiens? Je crois que c'était un débat organisé par l'hebdomadaire Marianne sur peut-on débattre? Alors le tweet exact de Michel Onfray, c'est le 20 octobre, Marianne loue la Mutualité pour me soutenir. A-t-il tweeté le vendredi 18 septembre? Voilà. Diable, c'est chic. Ah ouais, je croyais qu'il y avait une crise de la presse. Oui, exactement. Dites donc. Non, moi, ce que je trouve intéressant. Mais ma question, c'était quand même, est-ce que vous irez? Non, a priori, mais personne ne m'a invité. Donc, moi, quand on m'invite pas, je vais pas. Puis, j'ai eu d'autres occasions de débattre avec Onfray, à la télévision, à Nice, ici. Souvent. Donc, je débat souvent avec Onfray et c'est toujours très loyal, c'est agréable. Non, ce que je trouve intéressant dans le cinéma Onfray, si j'ose dire, c'est comme la terreur. Vous savez, on disait la révolution mange ses enfants. Et là, la gauche, elle mange ses enfants. C'est-à-dire qu'elle a commencé par manger les gens de droite. C'est-à-dire que moi j'étais la France, un nazi, un fasciste, etc. Après, mais moi j'étais pas de la gauche donc ils s'en foutaient. Après, elle a commencé à attaquer des gens de gauche comme Finkielkraut, etc. Donc là c'était des monstres. Et maintenant ils commencent à en faire. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord pour dire que tout va bien, Madame la Marquise, et le vrai sujet c'est immigration, islam, identité française, etc. C'est le cœur du sujet. Dès qu'on n'est pas d'accord pour dire tout va bien, dès qu'on n'est pas d'accord pour dire il se passera rien et l'intégration est magnifique et l'islam est une chance pour la France, alors là, on passe dans le camp des ennemis à abattre. Maintenant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'innombrables désaccords avec Onfray. Moi, je pense que il n'a pas fini son évolution et qu'il a encore des contradictions de l'ancien Onfray. Je traduis pour les téléspectateurs, il ne t'a pas encore complètement rejoint. Et comme il m'a rejoint un petit peu et qu'il reste l'ancien Onfray, évidemment, il y a des contradictions. Quand par exemple, je te laisse parler parce que je te dirai après les contradictions. Moi, j'avais une question. Est-ce que potentiellement vous pourriez être invité après votre tribune dans Le Monde que vous avez publié notamment? Je ne sais pas si c'est par rapport à la tribune, mais moi je pourrais tout à fait aller à la Mutualité pour une raison assez simple, c'est que je pense que les polémiques autour de Onfray sont révélatrices d'une grande confusion des esprits, au point qu'il y a une évidence qui n'en est plus une. Et je vais quand même l'énoncer, parce qu'il faut partir de là. Pour moi, Michel Onfray est porteur de l'une des pensées les plus authentiquement de gauche aujourd'hui. Alors c'est évidemment une gauche libertaire qui n'a ni l'espace politique ni d'ailleurs la volonté d'arriver au pouvoir, qui est très différente de la gauche du gouvernement. Mais je me souviens de l'avoir dit ici. Bah oui, tout à fait. C'est la gauche qui a toujours perdu. Voilà, mais il l'assume et c'est une gauche qui, arrivée au gouvernement, se casse les dents pour cause de mondialisation, voire l'exemple grec. Alors d'où vient la confusion? La confusion vient que grâce au travail de Sab, d'Éric Zemmour et de ses copains, l'islam est devenu maintenant le marqueur idéologique principal de l'extrême droite et de la droite extrême. Et comme alors là, je le déplore. Onfray a rejoint Zemmour sur un point auquel je n'acquiescerai jamais, à savoir que islam et islamisme, c'est la même chose. On les met tous dans le même sac, puisque l'islam est devenu la référence obsessionnelle. Donc Zemmour, de ce côté-là, qui est très gramscien, qui a lu Gramsci, a gagné. Et il a réussi à embarquer Onfray une partie. Alors c'est pas encore, c'est jamais assez pour Zemmour, mais il est en train de le rejoindre petit. Moi, sur ce sujet, je suis soucieux de cohérence intellectuelle. Eh ben moi, je ferai justement un procès en incohérence à Onfray sur deux points. Moi, il me semble par exemple que le futur traité transatlantique, ce qu'on en connaît, menace davantage en profondeur l'identité française que l'essor de l'islam. Concentrons-nous là-dessus. Deuxième procès en incohérence de Onfray.
Quand il confond islam et islamisme, il fait de l'essentialisation. Il fait de l'abstraction. Et je croyais qu'il était du côté de l'individu. Et tout d'un coup, l'individu musulman se dissout dans un islam fantasmé, parce que pour connaître suffisamment de musulmans, je vous dis qu'il y a autant de rapports à l'islam que de musulmans. Donc je comprends, il y a quelque chose qui m'échappe dans cette évolution. Mais il ne mélange pas d'ailleurs islam et islamisme. Si tu veux, c'est simplement qu'il a lu le Coran, contrairement à beaucoup de gens qui prétendent que c'est un texte de paix et d'amour. C'est tout. Donc évidemment, quand tu lis un peu le Coran, tu comprends que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Et que l'islamiste n'est qu'un musulman impatient. Alors, voilà, c'est exactement ça. Non, mais oui, c'est comme si... Mais c'est la réalité. C'est comme si tu me disais que moi, en tant que catholique ou en tant que chrétien, je pensais forcément que la Terre a été créée il y a 8000 ans et que l'homme était contemporain des dinosaures. On peut pas avoir une lecture littérale des textes. Mais quand il y a des gens qui tuent au nom de la lecture littérale... Oui, mais je te dis qu'il y en a qui ne sont pas dans la lecture littérale et qui ne sont pas... là, il faut le dire. Ah bah super. On a réussi à vous mettre d'accord. Il s'est éloigné de Fray, il s'est rapproché. J'ai vu. C'est bien, encore un effort. Parce que tu ne veux pas voir que les individus sont marginaux dans cette histoire. Égalité parfaite au niveau du temps, c'est magnifique. On termine ce match. Il a 4 secondes de plus que moi. Ah, vous allez les rattraper très vite. On termine ce match avec ce chiffre, 19e. Alors 19e, c'est le rang de la France sur 64 pays où il fait bon être jeune en 2015. L'auteur de cette étude attend juste là. Félix Marcard est notre troisième œil du soir. Pardon. Bonsoir, monsieur Marcard. Bonsoir, merci. Ah, très bien. Youth Economics. Youthsonomics. J'ai jamais eu un très bon accent anglais, je suis désolée. Youthsonomics. Très bien. Ah, c'est en anglais, évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Ça ne m'étonne pas de vous. Il n'y en a pas pour moi, c'est pas grave. Non, mais je vais pas me vexer. Merci. La version PDF. Moi, je ne lis pas en anglais, moi. Quand il l'apportera en français, je lirai. J'avais moi tout de suite prochaine fois que tu m'invites. Monsieur Marcard, j'avais tout de suite une première question. Est-ce que ces chiffres qui sont contenus justement dans cette étude confirment ce que vous écriviez déjà en 2012 notre pays est devenu une gérontocratie hyper centralisée. C'est toujours le cas? Alors oui et non. Oui, parce que en effet, l'idée de cette étude, elle part justement on voulait tordre le cou à ceux qui ont prétendu à l'époque du mouvement Barrez-vous, donc il y a 3 ans, qui voulaient faire croire que c'était un mouvement anti-français, anti-patriotique. Oui. C'est vrai. Je ne vise personne. Voilà. Moi, le deuxième. Donc l'idée était justement d'aller vérifier, en fait, de regarder comment la France s'en tirait par rapport à 64 autres pays. D'accord. Et en effet, la France, même si elle est plutôt dans le premier tiers, s'en tire plutôt mal au regard d'où se trouvent les pays développés. Donc très clairement, elle est en queue de peloton à cet égard. Mais ce que montre cette étude et ce qui, moi, m'a énormément surpris, c'est qu'en réalité, le fait que les jeunes soient un peu traités par-dessus la jambe, traités un peu, qu'ils soient pris à la légère, etc., n'est pas un phénomène en fait français. Même s'il y a certaines idiosyncrasies françaises qui font que la jeunesse française souffre tout particulièrement, en réalité, les jeunes se font carotter, pour utiliser un terme qui leur est cher, dans le monde entier. C'est une tendance de fond. C'est une tendance qui est liée à la démographie, bien entendu, mais pas uniquement. En fait, les politiques aujourd'hui prennent les jeunes à la légère parce que, ils sont les nouveaux pauvres. La crise financière a rendu les jeunes en moyenne plus pauvres, alors qu'elle a rendu en moyenne, les retraités plus riches. Les jeunes sont une partie, qui se rétrécit de la population, et les jeunes ne votent plus. Ils votent de moins en moins. Donc ils intéressent de moins en moins les politiques. Mais le propos du Youthsonomics, en fait, c'est de dire tous ces politiques, et plus largement les baby-boomers, qui, justement, prennent un peu les jeunes à la légère, commettent une énorme erreur. Et cette erreur, en fait, elle tient au fait que sans sa jeunesse, aucun pays ne peut s'en tirer. Les jeunes sont la clé de la croissance économique, sont la clé par définition. Et donc aujourd'hui, dans un monde où il ne coûte que quelques centaines d'euros d'aller voir ailleurs, les pays qui vont continuer à se foutre de la gueule des jeunes vont finir par en payer le prix. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe... C'est le cas de la France, c'est ce que vous dites. C'est le cas de la France, mais ce qu'on observe, il y a une tendance qui est très frappante, qui est soulignée par la crise des réfugiés en Europe. Jusqu'à présent, c'était les pays qui choisissaient leurs migrants. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est que ce sont les migrants qui choisissent leur pays. Et en l'occurrence, M. Zemmour, ils ne viennent pas en France. Ils n'ont pas envie de venir en France. On va rester sur un débat sur la jeunesse, et non pas sur les migrants. Mais justement, en l'occurrence, les jeunes vont faire tout comme les migrants, les mêmes choix. Si on ne s'occupe pas bien d'eux, où ils sont, en France, en Italie, en Grèce,
Ils vont juste prendre leurs affaires et aller voir ailleurs. Okay, Parce que être français, ça n'est pas vivre en France. Être français, c'est parler français. Très bien. Alors, oui, de M. Marca. Alors, comme cela vient d'être rappelé, vous nous aviez rendu visite, mon cher Félix Marca. Absolument. Pour un manifeste que nous avions été deux à trouver très vaseux. En gros, je le rappelle, vous l'avez fait, voilà. Donc la France était mise en coupe réglée par une gérontocratie avide et qui cultivait l'entre-soi. D'où barrez-vous. Bon, je ne trouvais pas ça très sérieux. Mais c'est vrai. D'accord. C'est vrai. Les élites sont très endogames en France, vous le savez, Eric. Mais pour avoir lu le rapport avant, là, je dois dire qu'au moins, c'est sérieux. C'est-à-dire, non, mais vraiment, là, il y a un travail scientifique, il y a un certain nombre de paramètres. Non, mais c'est une bonne base de réflexion. Après, il y a une chose qui me pose problème philosophiquement et une chose de méthode. Philosophiquement, vous proposez, de manière implicite, de choisir un pays comme on choisit un forfait de mobile en fonction de l'attractivité des offres. Moi, je vous pose la question, est-ce qu'il est possible de confondre le citoyen et le consommateur? Et c'est absent. C'est absent de vos critères en grande partie, et c'est surtout la base philosophique qui me dérange. Je comprends que ça puisse vous choquer, mais moi je vous répondrai un petit peu en paraphrasant, mais en inversant le propos, de John Kennedy. À une époque où il y a des pays comme la France qui tolèrent depuis maintenant 35 ans un taux de chômage des jeunes qui oscille autour de 25%. Les jeunes, ils vont plus demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leur pays. Le taux de chômage des seniors est effarant en France. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est il y a une énorme différence entre la manière dont on traite les jeunes et les seniors. Eric, on peut pas. Il faut. Lorsque dans une famille vous avez une personne de 90 ans, le patriarche qui meurt, on est triste, on fait le deuil et puis on avance. C'est la vie. Quand on est dans une famille, quelqu'un qui meurt qui a 15 ans. Ça crée un tout autre traumatisme. Et donc, dès lors, les seniors au chômage, ils n'ont pas 90 ans, ils en ont 45. Mais j'entends bien, mais c'est un signe de... Éric Zemmour, est-ce que vous comprenez que les jeunes Français aient des envies d'ailleurs? Alors, moi, d'abord, je m'amuse 30 secondes parce que Nolo nous a fait un grand cours contre l'essentialisme sur les musulmans et sur les jeunes, ça le gêne pas du tout. Là, on essentialise à tout. Alors, les jeunes, c'est parce que je te laisse parler. Je te laisse parler, je suis tolérant. Oui, c'est ça. Je l'aurais abordé, si tu ne m'avais pas interrompu. Deuxièmement, je pense que, d'abord, dans ce que dit Macart, il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire que, mais il le dit lui-même, c'est pour des raisons démographiques. Moi, je crois que c'est la démographie qui fait l'histoire. Et donc, à partir du moment où la plus grosse génération, c'est la génération des baby-boomers, eh ben, elle gagne, et elle prend le pouvoir, et elle le garde. Et elle écrase les jeunes qui sont moins nombreux. Moi, je suis peut-être un peu bêta. La force du nombre. La force du nombre. La démographie fait l'histoire. Okay. Je pense ça pour tout. C'est notre sujet sur l'immigration, c'est la même discussion. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il n'a pas tort de dire qu'il y a des problèmes économiques, il y a beaucoup de jeunes au chômage, etc. Maintenant, il faudrait... Là, on peut raffiner un peu l'analyse. Il faut d'abord dire que dans les pays où il n'y a pas beaucoup de chômage de jeunes, il y a des pays d'abord où il y a encore plus de chômage de jeunes. L'Espagne, absolument. Deuxièmement, il y a des pays où il y a moins de chômage de jeunes. Mais pourquoi il y a moins de chômage de jeunes? Parce qu'en vérité, ils sont à ce que les Français ont appelé le SMIC jeune, c'est-à-dire ils sont payés moins cher. C'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre. Et d'ailleurs, les petits Français ils ont du boulot. Ils ont du boulot, mais à moitié prix. Ouais. Et c'est exactement ce que les jeunes Français, il y a 10 ans, ont refusé. Alors, je dis pas qu'ils ont eu raison ou tort, hein, vous comprenez. Là, je suis pas dans la discussion morale. Mais en fait, je suis dans la discussion factuelle. On leur a appris à penser, mais comme des seniors. Donc on a une jeunesse qui pense comme si elle avait 90 ans et qu'elle avait un cancer. Elle a perdu ses rêves, perdu ses utopies. Là, vous rentrez dans l'idéologie. Alors, c'est parce qu'il y a des... Nolo, vous avez dit un truc très juste. Il y a des questions qui sont politiques. Les choses se règlent de manière politique. C'est-à-dire que ce que ce classement montre, c'est qu'il y a des pays riches qui font en sorte que leur jeunesse s'épanouisse et prospère. S'épanouisse à payer au lance-pierre, à faire les serveurs pour payer leurs études. Alors, il faut du taf. Avoir du boulot, ça prime. C'est la clé de tout d'avoir du boulot. Mais qui gagne? Donc de dire oui, mais c'est pas des bons boulots, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, en France, on a 3 fois moins de chances de perdre son boulot qu'on en a au Royaume-Uni. Okay. Mais on a 10 fois plus de chances d'en retrouver si on se retrouve. Eh ben écoutez, les jeunes aujourd'hui, Monsieur Zemmour, ils font les maths. Et il n'y a pas photo. Ils font les calculs et ils savent qu'ils s'y retrouvent. Non, moi je ne crois pas. Moi je crois qu'il y a eu beaucoup de propagande, ça je voulais finir là-dessus. Très bien. Depuis 30 ans, pour endoctriner toute une génération et leur dire, et d'ailleurs Macart a pris sa part, mais ses aînés en ont pris bien plus, pour dire la France c'est de la merde, il faut donc la quitter. Et on arrive à maturité
de ce travail de propagande depuis 30 ans. Alors là, c'est moins ça. Ce que tu dis, c'est barrez-vous. Oui, très bien. Mais c'était bien avant lui. On poursuivra ce débat. À la fin du match. On poursuivra ce débat. Le gong a retenti. On poursuivra ce débat une prochaine fois. Merci beaucoup. C'est déjà la fin du match. Merci, merci Félix Marcard. Oui, c'est assez court. Je suis d'accord. Je crois que vous aviez un. J'ai un cadeau pour Zemmour, c'est ça, hein. Moi, je tiens à ce qu'on parte sur des bonnes bases. Il y a des mots qui ont été échangés l'année dernière. Je veux oublier tout ça. J'étais mise dans la confidence. Ah, d'accord. Évidemment, ça ne m'étonne pas. Deuxième année où le prix Nobel a une bonne idée. L'année dernière, c'était Modiano. Et là, ils ont récompensé la Biélorusse, Svetlana Alexievitch, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'interviewer, d'animer des rencontres autour d'elle. C'est une femme exceptionnelle. Et je trouve que c'est un des plus grands auteurs d'aujourd'hui. Elle a notamment signé un livre incroyable sur Tchernobyl, la supplication qu'il faut lire pour comprendre Tchernobyl. Et ça, c'est ce que je vais offrir à Zemmour. Elle a écrit, je pense, le livre total sur la fin de l'Union soviétique. Elle a rassemblé des témoignages d'anonymes, ou en tout cas de soviétiques de base, sur ce que fut l'Union soviétique et la fin de l'Union soviétique. Et surtout, c'est là surtout que je veux en venir, elle nous invite à ouvrir les yeux, mais de manière pressante, sur le caractère totalitaire du régime poutinien qu'aime tellement Éric Zemmour. Voilà, elle vit sous la coupe d'un autre tyran, le tyran biélorusse, Loukachenko. Elle devrait s'en occuper plutôt. Elle s'en occupe, t'inquiète pas, ses livres sont interdits. Donc ça prouve qu'elle s'en est bien occupée. Et elle t'invite, toi spécialement, à ouvrir les yeux sur Poutine. Donc. Super beau. Ah, ça c'est un très beau cadeau. Merci beaucoup. Superbe. Mais, bon. Moi, tu sais, je ne prends pas Poutine pour un dieu. Simplement, pour un dieu, mais tu penses qu'être opposé au mariage pour tous suffit à faire un grand homme d'État. Moi, je te dis que ça ne marche pas. Pas du tout. Je pense mais alors, je vous promets qu'on en parlera une prochaine fois. Et on va en parler avec Fillon. Je pense que la Russie doit être l'allié de la France depuis toujours et qu'on n'a pas à se soumettre aux des Américains qui veulent séparer les Russes des restes des Européens. C'est pas la même chose. Eh ben donc on en parlera tout à l'heure. Dans quelques instants, nous recevrons notre grand témoin. Oui, merci. C'est très beau, super, bravo, magnifique. Bon, alors donc, non, j'aimerais juste pouvoir lancer la suite, si ça vous dérange pas. Donc, notre grand témoin sera François Fillon. Mais juste avant, une question. Que reste-t-il de l'après Charlie? Les intellectuels, les politiques se divisent sur l'esprit du 11 janvier. C'est le thème de notre grand débat. C'est maintenant. Et pour en débattre, nous recevons Sébastien Huyghe, député du Nord et porte-parole des Républicains, et Eduardo Riancipel, le député de Seine-et-Marne et secrétaire national du Parti socialiste en charge des arguments et de la riposte. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, voici d'abord la question qui fâche d'Amandine Collongette. On n'a quasiment jamais envoyé de dessinateurs ou de journalistes dans des zones de guerre durant les 23 ans que Charlie Hebdo a existé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est la guerre qui est venue à nous. C'est comme un mauvais cauchemar qu'on essaie d'oublier. C'était le 7 janvier, attentat à Charlie Hebdo. Aujourd'hui, 9 mois après, alors que la rédaction se divise et que plusieurs livres sont annoncés en librairie, une première question, Charlie va-t-il tenir? À la date anniversaire du 7 janvier 2016, Charlie Hebdo sera toujours là. Et pour nous, c'est la meilleure réponse. Financièrement, aujourd'hui, avec ses 210 000 abonnés, Charlie se porte bien. Quand on disait à Balzac, vous avez vu, cette famille, elle est très heureuse, j'y répondais, attendez, ils n'ont pas encore hérité. Ben voilà, maintenant, après l'héritage, c'est plus compliqué. Il s'est passé quelque chose de très beau après cette chose ignoble. Et j'aimerais qu'on s'en rappelle un peu plus. Mais les figures emblématiques quittent le navire, d'abord Luce, puis Pelou. Je ne suis pas un héros, je n'ai plus le courage de continuer à... Chaque semaine, on vous parle des attentats, je ne veux plus en parler. Pourtant, c'était la première une de Charlie après les attentats, tout est pardonné. Au-dessus, j'ai écrit tout est pardonné, puis j'ai pleuré. Et c'était la une. Alors aujourd'hui, deuxième question, est-ce que tout est vraiment pardonné? Tout ne peut pas être pardonné, surtout que la menace reste maximale. Les vieux clivages ont ressurgi, les polémiques souvent stériles continuent de plus belle. Il faut que nous ne nous laissions pas écraser par la peur, et si c'est ça la leçon qu'on doit tirer du 11 janvier, c'est celle-là. Plus les mois passent, plus certains intellectuels brisent l'unité. Tous ne sont pas Charlie, comme Emmanuel Todd qui crée la polémique avec son livre « Qui est Charlie ?» En ce sens, cette manifestation était xénophobe. Au sens religieux, il n'y a pas de problème sur ce plan-là. Ce livre et cette interview chient sur la tête des lecteurs de l'Obs, parce que précisément, ils ont dit « je suis Charlie » et on leur dit « bah non, quand vous disiez « je suis Charlie », en fait ça voulait dire « je suis raciste ». Alors forcément, question qui fâche, que reste-t-il de la France d'après Charlie? Bonsoir messieurs. Je vous représente Sébastien Huyghe, vous êtes donc député du Nord et porte-parole pour les Républicains. Bonsoir. À vos côtés, bonsoir. Eduardo Riancipel, député de Seine-et-Marne et secrétaire national du Parti socialiste en charge des arguments et de la riposte. J'avais une première question à vous poser. En quelques mots, pour vous, c'est quoi l'esprit du 11 janvier? C'est l'esprit de la France.
c'est l'esprit de résistance du peuple français qui se lève et qui descend massivement dans la rue. 4 millions de personnes, on le 4 rappelle. millions de Français. Je crois qu'il n'y a pas de précédent avant la libération. Ouais. C'est-à-dire que c'est un moment historique majeur parce que la France s'est sentie frappée en son cœur, dans ses valeurs. Et donc les Français se sont mobilisés pour dire non, pour résister face à ceux qui voulaient porter atteinte à ce que nous sommes collectivement. Donc je crois que ce qui reste de l'esprit de Charlie et du 11 janvier, c'est la France elle-même. Mais cette histoire-là n'est pas terminée, c'est un moment et je crois qu'aujourd'hui on a la balle dans notre camp pour essayer de savoir ce qu'on en fait. Ça c'est la vraie question. Est-ce que vous avez la même intuition sur cet esprit du 11 janvier ? Oui, c'est la France qui a été attaquée et la France qui, dans un mouvement d'union, s'est levée pour dire nous sommes ensemble contre ceux qui sont les ennemis de la France et donc nous allons face à cette attaque, cette menace, eh bien être ensemble, quelles que soient nos origines, nos opinions politiques, religieuses. Nous faisons front commun face aux terroristes. Éric Zemmour. Je vais être le vilain petit canard. Non, il y a une chose positive, effectivement, vous avez raison, il y a une chose qui m'a frappé, qu'on ne dit jamais, c'est que les chefs d'État du monde entier, à part Obama, qui a signé là exactement ce qu'il pensait de la France, ont accouru à Paris, alors qu'il y a eu des attentats partout, et qu'il n'y a jamais eu... Ça fait plaisir quand on est français, qu'on aime la France, on se dit qu'on existe encore, et que voilà, ça... Bon. Ça parle à tout le monde, en fait. Exactement. En tout cas, tout le monde aime la France, ouais. etc. Ça fait plaisir. Maintenant, je vais être moins conciliant avec mes interlocuteurs. Moi, je pense, je vais vous dire, je pense que ça a été un grand moment d'utopie unanimiste dont la France est friande. C'est-à-dire dans l'histoire, il y a toujours eu comme ça. Il y a la fête de la Fédération en 1790, et puis 3 ans après, il y a la Terreur. Il y a les journées de février 48 où, vous savez, on dit chapeau bas dans la casquette, et puis 3 mois plus tard, on massacre les ouvriers. C'est les journées de juin. C'est un grand classique français. La France est un pays qui se divise, qui est un pays de guerre civile et qui veut fantasmer sur son unité et son unanimisme. On a eu une étude très intéressante, très vite parue dans le Figaro, de Jérôme Fourquet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui est un très bon sondeur à l'IFOP, qui est remarquable, et qui a bien montré qui était descendu et qui n'était pas descendu. En gros, qui est descendu, c'est l'électorat modéré, plutôt gauche socialiste, plutôt urbain, plutôt grande ville d'ailleurs, et qui n'est pas... je t'assure, je te ressortirai le papier de Fourquet, tu verras, il est très intéressant, et je connais bien Fourquet, donc, et il s'est passé dans le Figaro, donc je m'en souviens très bien. Et qui n'est pas descendu. D'abord, évidemment, toutes les banlieues, toute la population des banlieues arabo-musulmanes, et aussi... Toutes, non, pas toutes. Il y a des femmes voilées dans la manifestation. Donc vous rejoignez la thèse d'Emmanuel Todd, alors ? S'il y a 10 personnes, c'est bon. Non, parce que l'étude de Jérôme Fourquet, j'ai pas fini. Le catalyseur, j'ai pas fini. Janvier 2015, contredit les thèses d'Emmanuel Todd, mais on y reviendra. Absolument. Je parle pas comme Todd. J'ai pas fini, parce que Fourquet dit aussi... Il ne parle pas que des populations arabo-musulmanes de banlieue, il parle aussi des classes populaires, des quartiers, ce qu'on appelle le périurbain, qui votent massivement au Front National et qui ne sont pas descendus non plus. Donc je veux pas montrer du doigt certains, etc., qui se refusaient d'être Charlie. Donc on voit bien cette sociologie, elle n'est pas du tout l'unanimisme. Voilà, c'est la classe moyenne urbaine qui dit encore une minute, monsieur le bourreau. Voilà, on veut la paix, et qui sent bien qu'elle va au gouffre. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça ? Non. Et je suis très content parce que maintenant on va commencer les vrais débats. Allez, vas-y. Parce que l'après 11 janvier, c'est pas l'unanimisme, c'est pas la France dans le formol, c'est pas le mythe un peu bidon qu'on a voulu nous vendre en 98 de la France black, blanc, beurre. On s'est endormi là-dessus. Et il y a une réalité de cette France-là. Moi, je suis de gauche, je suis pas né français. Moi, je suis né au Brésil et j'ai été naturalisé français à l'âge de 22 ans. Donc j'ai décidé d'être français et la France m'a accepté. Et moi, je n'ai pas cru totalement au mythe un peu bidon de la France black, blanc, beurre. Mais je suis pas du tout d'accord avec ceux qui veulent refuser aussi la réalité de cette France qui a toujours été diversifiée. Pourquoi vous avez tort, à mon avis, Éric Zemmour ? D'abord, la prochaine fois, faudra venir dans ma circonscription. Moi, je suis député du Grand Périurbain en Seine-et-Marne, et le samedi, avant le 11 janvier, le dimanche, à Chanteloup-en-Brie, une ville de 3000 habitants, il y avait plus de 200 personnes qui étaient là. On n'a jamais vu un tel mouvement populaire dans les villes de France, dans la France profonde telle qu'on l'aime. Alors, moi, ce que je crois aujourd'hui, ce que je pense aujourd'hui. Oui, très bien. Je vais toujours trouver des endroits. Mais moi, je vous recommande d'aller plus loin que l'article de Jérôme Fourquet dans le Figaro. Lisez l'étude en entier. Oui, il y a eu des différentiels de mobilisation. Là où le Front National fait des scores plus forts, il y avait un taux de mobilisation moindre. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'avaient pas bougé. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe qu'il y a deux visions de la France. Et moi, je suis un gars de gauche.
mais qui a envie de parler de l'identité de la France. Mais pas de l'identité de la France malheureuse, telle que veut nous la décrire Alain Finkielkraut, ou comme vous avez écrit un livre. Moi, j'ai envie de vous prendre au sérieux. Vous avez parlé du suicide français. Moi, j'ai plutôt perçu votre travail et vos thèses, votre proposition, vos discours, plutôt comme un assassinat de ce que moi, la France, j'entends que ce qu'elle est. C'est-à-dire que, si vous voulez, quel est notre problème aujourd'hui de la France? C'est qu'on a du mal à nous retrouver nous-mêmes dans ce monde complexe qui est parfois une menace pour notre propre modèle. C'est la mondialisation, c'est parfois aussi l'Union européenne technocratique, et on est d'accord là-dessus. Mais moi, je ne peux pas accepter les réponses qui sont les vôtres, parce que si vous avez raison, Éric Zemmour, moi je considère que la France, elle est morte. Et y compris... C'est bien ce que je dis. Et y compris... Sinon, si vos thèses sont justes, c'est que la France, elle est morte. Et moi, j'ai pas envie de croire ça, parce que je crois que les grands moments de l'histoire française sont justement des moments où la France, elle est en difficulté, elle est au pied du mur, et on arrive à nous régénérer nous-mêmes. Je pense que le 11 janvier... Et ça, c'est des grands mots, sans tomber... Non, ce ne sont pas des grands mots. Je vais vous donner un exemple. Prenons quelque chose que vous aimez beaucoup de la littérature française. Je veux dire, Victor Hugo, il ne s'est pas amusé à écrire comme Racine, Corneille ou Molière. Bien sûr que non. Et ni même comme Rousseau. À chaque fois qu'on réinvente la langue française, c'est-à-dire qu'on la régénère, et souvent, on se fait cartonner par toute la classe, littéraire de son époque. Aujourd'hui, je suis d'accord que c'est pas le débat, c'est une métaphore. Il n'a pas réinventé la langue française non plus. D'accord, si vous voulez, la question c'est exactement qu'est-ce qu'on fait nous, alors qu'on est en train d'avoir le sentiment qu'on perd notre identité. La réalité, c'est que l'identité de la France de demain, c'est à nous de la construire. Vous avez pas une formule magique pour la créer. Vous avez dénoncé une arnaque, on est tous d'accord, le mythe Black Blamber. On est tous d'accord maintenant, on a longtemps été en désaccord. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Moi, c'est une autre arnaque que je voudrais dénoncer. Je pars d'un peu loin. D'abord, il est un peu étrange qu'un journal qui était moribond au moment des attentats soit devenu tout d'un coup le symbole de la liberté d'expression. Je regrette. Moi, je faisais partie des lecteurs, nous n'étions pas nombreux. Ils étaient en train de faire la manche quasiment pour survivre. Alors, première étrangeté. Deuxième étrangeté. Ils ont été quand même assassinés. C'est quand même pas si étrange que ça. Vous n'allez pas me dire ça à moi. J'ai un de mes plus proches amis parmi les victimes, heureusement pas les morts, mais le blessé. Bien sûr. Là, on est sur la même ligne avec Zemmour et des millions de Français. J'étais ami de Maristes. Voilà, Cabu et Wolinski nous ont accompagnés toute notre vie. On était dans l'émotion. Et je vous dis simplement. Ils participent de l'identité de la France. Oui, tout à fait d'accord. Mais c'est un peu étrange. Deuxième étrangeté. Alors là, encore plus étrange pour le coup. Tout d'un coup, le fait de participer ou de ne pas participer aux manifestations est considéré comme une sorte de référendum avec les pieds. Moi, je vous dis une chose. En tant que partisan de la liberté d'expression, on a le droit de pas être Charlie. Bien sûr. On a le droit d'être Charlie et de pas manifester. Et je vous dirais même que ce qui fait l'identité d'un Français. Non mais on dirait qu'il faut absolument voir qui était là. Vous êtes obligé de répondre à Zemmour sur des points qui me paraissent secondaires. Je dirais même que ce qui définit l'identité d'un Français, c'est d'être choqué par certaines choses et de ne pas demander leur interdiction. C'est ça pour moi qui fait la France. Je suis complètement d'accord avec vous. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, sans analyse, minute de silence dans les lycées. On a tous été adolescents. Même Zemmour a été adolescent. Ça paraît bizarre. Il y a même des photos quand on est adolescent. Il y en a qui disent que je suis toujours adolescent. Oui, ça c'est une autre vision. Évidemment, quand vous êtes adolescent, vous voulez absolument être contre l'autorité. Alors non, mais voilà, on a tout mélangé. On a stigmatisé une partie de la population. Quand j'étais gamin, il y avait une admiration, par exemple, pour les tueurs d'Action Directe ou des brigades. Il y a toujours eu cette fascination, cette chose un peu trop. Il y a toujours eu anti-France en France, c'est clair. Oui, mais je trouve. Comme moi maintenant. Non, pas du tout. Je parle pas du tout. Non, pas du tout. Outre l'émotion, l'analyse n'a pas été faite et on s'est servi de cet événement pour stigmatiser encore les mêmes, sans trop de nuances. Arrête avec ta stigmatisation. Moi, ce que j'essaye de dire, tu vas dire pas d'amalgame dans 3 secondes. Ce que j'essaye de dire, c'est que ce que vous proposez, par exemple, Éric Zemmour... Parce que j'ai rien proposé, j'ai rien dit. Si, vous avez quand même écrit. Et vous vous exprimez suffisamment pour qu'on puisse avoir ce débat. C'est que moi, je crois qu'on doit réinventer aussi la France à partir de ce que la France a été. Et y compris les grandes figures que vous convoquez souvent, que ce soit De Gaulle ou Napoléon, ils ont été des gens qui, ont leur temps, ont régénéré la France et qui ont totalement changé la donne. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, pour reconstruire la France, pour la porter au XXIe siècle, pour parler de cette identité de la France, mais qui n'est pas une identité de musée ou de cimetière. Si vous me permettez, je vous laisse répondre par courtoisie et je répondrai après. Non, mais parce que c'est normal, vous êtes invité aussi. Mais vous voyez, il m'interpelle directement, donc c'est délicat pour moi. Excusez-moi. Mais allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'on... Non, pas du tout. Allez-y, au contraire. Est-ce qu'on doit être Charlie? Non, moi, d'abord, je voudrais dire que avec cet événement, qui a secoué non seulement notre pays, mais internationalement. On l'a vu avec l'ensemble des chefs d'État qui sont venus sauf Obama, comme le disait... Parce que la France est un symbole, c'est le pays des droits de l'homme et c'est aussi le pays de la liberté d'expression. Donc, avec cet événement international, en fait, on s'est aperçu que, finalement,
Du coup, j'ai perdu le fil. Ah oui, c'est pas de ma faute, je vous ai laissé parler. Finalement, la France avait une parole particulière dans notre pays. Et on s'est aperçu aussi que on avait besoin de se poser la question de l'identité nationale. Et moi, pour vous, c'est lié à ça? Et moi, oui, parce que les terroristes venaient d'intérieur. Merci. Et donc, le problème qui se pose, c'est que nous avons voulu, il y a quelques années déjà, à l'initiative de Nicolas Sarkozy, débattre de l'identité française. Qu'est-ce que c'est qu'être français? C'est un vide complet. De quelle manière? Mais pourquoi? Parce que toute la gauche a voulu nous empêcher de débattre. Et c'est là où il y a eu un terrorisme intellectuel, c'était de dire, vous n'avez pas le droit de débattre de ce que c'est que d'être français. Et vous vous êtes couché comme d'habitude devant la gauche. Non, nous avons fait ce débat. Nous avons fait ce débat, mais nous avons été empêchés de le faire, alors que ce débat devait être transcendant dans l'ensemble de la classe politique française. Pour vous, parce qu'il il aurait changé les choses. Nécessaire d'avoir ce débat, parce que à partir du moment où on peut avoir un consensus transcourant dans la classe politique française sur ce qui nous rassemble, sur ce qui fait qu'on a envie de vivre ensemble sur notre territoire, et bien à partir de ce moment-là, on peut identifier pourquoi un certain nombre de personnes qui sont françaises, d'origine étrangère mais française, bon, du coup, c'est maintenant qu'il faut le mener ce débat, vous pensez? Ne se sentent pas à l'aise dans notre pays. Et donc, ils se sentent pas à l'aise. Ils détestent ce pays au point de tuer des compatriotes. Il faut appeler un chat un chat. C'est pour d'autres raisons aussi. Pas tous. Il y en a qui se sentent mal à l'aise. Il y en a qui détestent notre pays. Et un certain nombre qui peuvent passer là. Il y a toute une place. J'ai une autre vision sur ce débat de 2010. Je pense que vous avez raté l'occasion de faire un débat. À cause de vous? Non, pas du tout, parce que nous avons critiqué... Vous nous avez interdit de le mener, nous avons dénoncé, à juste titre, l'amalgame et le fait que vous colliez le débat sur l'identité nationale à celui sur l'immigration. C'était ça le vrai sujet. Dès la création du ministère créé par Nicolas Sarkozy. Moi, je suis très à l'aise. Mais je vais dire, attendez, moi, je suis le petit nouveau dans la famille. C'est celui de l'intégration et de l'assimilation. On ne peut pas le mener aujourd'hui, ce débat. Je vais vous dire, bien sûr qu'on peut le lever. Avec l'émotion. Mais attendez, mais moi, je veux il a fallu attendre l'attentat pour pouvoir mener le débat sur l'identité nationale. Mais pas du tout. C'est malheureux et déplorable. Non, pas du tout. Moi, je parle de l'identité de la France et de l'identité française. Comme un certain Fernand Braudel qui a écrit de merveilleux livres à ce sujet. Maintenant, faire comme Nicolas Sarkozy l'avait fait, adosser pour des questions de courir déjà derrière la progression de Marine Le Pen et du Front National. Vous voyez, j'ai été trop généreux. Vous ne faites pas un débat, vous faites un amalgame. Voilà ce que vous... Vous n'aurez pas le temps de le faire. J'ai été trop généreux, j'ai pas pu répondre. Un mot, simplement. Attendez, je termine parce que... Parce que c'est Nicolas Sarkozy qui a initié le débat, forcément... le débat n'avait pas le droit d'être. Il n'avait pas de raison de citer. Et c'est là où on est dans un problème. C'est là où on est dans un problème dans notre pays. C'est qu'à partir du moment où c'est la droite qui lance un débat, elle n'a pas le droit de mener un certain nombre de débats. À partir du moment où c'est la gauche, eh bien, mais ça apparaît comme légitime. Et c'est là où on ne peut pas avoir de débat serein. C'est parce qu'en fonction de celui qui mène le débat, eh bien, il est légitime. Très rapidement, et j'essaye d'être le moins polémique possible. Vous parlez d'identité de la France, c'est très bien. Au moins, ça aura servi à ça. On va en parler et ça va pas arrêter parce que je pense que la présidentielle va se faire là-dessus. Oui, je crois que ça va être on est d'accord au moins sur un point. Et deuxièmement, et la gauche et les progressistes doivent apporter quand vous dites une vision de cette identité, son identité. On n'invente jamais rien. Quand vous citez le général de Gaulle et Napoléon, vous tombez mal. Parce que justement, ce sont des gens qui ont tenté de faire la synthèse entre le passé, la tradition de la France, et Dieu sait s'il la portait, et la modernité. Mais on ne réinvente rien. Si on ne veut pas reconnaître qu'on est les héritiers d'une histoire de France, d'une histoire romaine, parce que c'est la gauche. Mais pas du tout. Mais si. Quand on dit on va réinventer, on réinvente rien. Il faut tenir compte de ce que ça a été que la France. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ce n'est plus la France. Moi, la seule chose pour terminer que je voudrais dire, c'est que tant qu'on essentialisera l'identité française comme un truc figé dans le temps, on est mort. L'identité française, elle est toujours en devenir et en mouvement. Et nous appartient de la réinventer. C'est le contraire. Et c'est pour ça qu'on doit le faire sur les bases. C'est pour ça qu'ils font débat. Donc on va s'arrêter là. Le débat, je constate que chacun projette ses fantasmes sur l'après-Charlie et que le débat en fait ne s'enclenche pas. Je suis d'accord avec vous. Je crois que c'est un point de départ. Donc il faudra le faire. C'est pas un point d'arrivée. Il ne faut pas qu'on tombe dans l'unanimisme qui ne mènera nulle part. Et on terminera là-dessus. Merci messieurs, merci beaucoup. Il ne faut pas donner raison aux terroristes. Bien sûr, c'est pas ce qu'on fait. Mais on fera dans un prochain débat. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin du débat, vous l'avez compris. Mais l'émission continue juste après la pub avec notre grand témoin,
François Fillon. Ne loupez pas la semaine politique de Tanguy Pastureau et Alain Bauer nous rendra visite en toute fin d'émission pour nous parler de terrorisme et des terroristes à tous. Zemmour et Nolo, la suite avec notre grand témoin. Il nous fait l'honneur de participer à la première de cette saison. Il est candidat à la primaire des Républicains. Il est ancien Premier ministre. Il s'appelle François Fillon. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors maintenant on commence à bien vous connaître maintenant. Alors je vous laisse découvrir ce que vous n'êtes pas. Voici l'antiportrait réalisé par Dimitri Kefelec. Oui, François Fillon vient donc soudain à la une de l'actualité, et cela grâce à sa jeunesse. Je ne m'attendais pas du tout à être élu député à 27 ans. Élu Benjamin de l'Assemblée en 1981, vous avez démarré gaulliste social, mais votre boussole politique a ensuite tardé à se stabiliser. Successivement soutien de Séguin, Balladur, Chirac et enfin Sarkozy, vous avez voté non au traité de Maastricht et oui à celui de Lisbonne, mais aujourd'hui François Fillon, vous n'êtes plus un libéral complexé. Je veux une rupture thatchérienne, cameronienne, schröderienne. François Fillon, c'est un gaulliste. Quand le général de Gaulle arrive en 1958 dans ce pays, il privilégie la rupture économique. Officiellement, effectivement, François Fillon, c'est un gaulliste social, mais la vérité, c'est qu'il a toujours été extrêmement libéral. Désormais, n'être qu'un collaborateur ne vous suffit plus. Après avoir raté la présidence de l'UMP, c'est celle de la République que vous visez. Un mot d'ordre. La rupture, une rupture des ruptures. Et forcément, vous prenez vos distances avec l'ancien locataire de l'Élysée. François Fillon, vous n'êtes plus sarkozyste. Entre ces deux hommes, le courant n'est jamais vraiment passé. Nicolas Sarkozy le méprise. Il essaye aujourd'hui d'imprimer le côté, le vrai libéral. C'était moi, c'était pas lui. Celui qui avait, je vais vous dire un truc assez atroce, celui qui avait des couilles, c'était moi, c'était pas l'autre. C'est des relations qui sont complexes. Il a été son Premier ministre, il aspire à être président de la République. Rupture aussi à l'international. Vous prenez l'alliance avec Poutine, Rouhani et Assad, des positions qui n'ont pas toujours été dans l'air du temps. Sur ces dossiers, vous n'êtes pas atlantiste. Si le régime de Bachar el-Assad tombe, c'est l'État islamique qui prend le pouvoir. C'est cet axe franco-allemand et ce dialogue avec la Russie qui font la force de la France sur la scène internationale. Il faut faire une alliance avec les Russes qui ont des moyens sur le terrain. Ce qu'a dit François Fillon il y a plus d'un an, tout le monde s'y est rallié. Pour la présidentielle, vous le promettez, vous irez jusqu'au bout. François Fillon, vous n'êtes plus hésitant. Il a été Premier ministre pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il veut pas redevenir Premier ministre? Je vais gagner cette élection primaire et je fais tout pour la gagner. Il donne pas l'impression d'être particulièrement dynamique. Il sait que c'est son défaut. Visiblement, il n'arrive pas à s'en départir. Lui peut tout à fait faire le pari que les deux trains, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, vont se rentrer dedans et qu'au final, il peut tout à fait tirer ses marrons du feu. Un livre qui fait beaucoup parler, une guerre des droits déclarée, une primaire sous le règne des idées et de l'hostilité. Voilà pourquoi François Fillon, il fallait absolument vous inviter. Je vais revenir sur une petite réflexion de Nathalie Chuc dans ce sujet. Juppé-Sarko, un jour, ces deux trains pourraient se rentrer dedans, exploser, ce qui vous laisserait le champ libre. Est-ce que vous y pensez? C'est une drôle de conception de la politique. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Non, il y a trois positionnements politiques, il y a trois projets au fond. Qui sont en débat, très largement différents. Il y a un projet de réforme dans la continuité, qui est celui d'Alain Juppé, qui revendique d'ailleurs. Dans la continuité socialiste? Il y a dans la continuité des 30 dernières années. Ah, d'accord. Il y a un projet qui est très étatiste, qui est celui de Nicolas Sarkozy. Très étatiste? Oui, c'est-à-dire il est étatiste parce qu'il veut toujours réagir immédiatement à toutes les sollicitations du pays. Et pour réagir, en général, un chef de l'État, il n'a qu'un seul instrument, c'est l'État, c'est-à-dire des lois, des règlements et des impôts. Et moi, je propose, et je pense être le seul aujourd'hui à le faire, ce que j'appelle un vrai projet de libération de l'économie française, et peut-être un peu plus que de l'économie de la société française. Donc c'est un débat qui est pas... C'est un beau débat, c'est un débat qui doit avoir lieu. Voilà, c'est pas seulement des histoires de trains qui déraillent, d'hommes qui s'affrontent, etc. Justement, ce projet, il est dans ce livre. Pour une part seulement, c'est pas... En partie. Voilà, et du coup, la synthèse et une question, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est l'apostrophe de Nolo. Petite fiche de lecture. C'est le seul qui sait. Alors, il s'agit donc d'un livre politique, c'est une catégorie qui est devenue un genre à part entière dans les librairies. Alors, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Moi, j'ai gardé souvenir d'un livre de votre amie Valérie Pécresse qui donnait envie d'aller se pendre au plus proche réverbère, juste pour abréger le calvaire de la lecture. Mais je précise tout de suite que vous échappez à ce grief. Vous cherchez pas à faire du style, mais c'est écrit avec clarté, avec efficacité. Et en plus, vous mélangez des éléments biographiques avec des éléments d'analyse politique. Ça donne un aspect incarné et c'est plutôt plaisant. Ça, c'est pour la forme. Sur le fond, si j'étais amateur de calembours, ce qu'à Dieu ne plaise, je dirais que le fer est pavé de bonnes intentions et même d'excellentes
fortes intentions. Alors je vous cite, assainir nos comptes publics en 2 ans, relancer notre économie en 5 ans, devenir la première puissance européenne en 10 ans. Alors, évidemment, très habilement, vous anticipez la première objection qu'on vous fait. On vous dit, mais pourquoi diable, quand vous étiez au pouvoir, ne l'aviez-vous pas fait? Et pourquoi pourriez-vous le faire en 2017? Alors, vous avez une réponse très classique et une beaucoup moins. La réponse très classique, se dire, ben, ça y est, il y a la crise a été là, il a fallu y répondre, on n'a pas eu les marges de manœuvre nécessaires. Et il y a une réponse, alors beaucoup moins classique, moi qui m'a un peu estomaqué, c'est l'aspect le plus révolutionnaire de votre livre, selon moi. Vous dites, tout ça, c'est la faute de Sarkozy. En fait. C'est-à-dire que, dans une manière très fillonesque. Je suis pas sûr que ça soit totalement. Non mais sans jamais hausser le ton, sans jamais desserrer votre cravate, vous le lardez de petits coups d'épingle. J'ai vu la même chose. Hein. Et à la fin, on dirait une poupée vaudou, notre ami Sarkozy. C'est-à-dire que petit à petit, vous dites, mais moi je voulais changer, mais lui c'est un émotif, mais lui c'est un homme qui hésite. C'est moi, en effet, on a utilisé l'expression qui est les couilles, et c'est lui qui n'arrive jamais à trancher. Il est un peu pusillanime. Alors, c'est pas l'image que vous avez, quelqu'un qui fonce, quelqu'un d'énergie. C'est plutôt l'image qu'on associe à Sarkozy. Alors, je voudrais d'abord avoir votre réponse là-dessus. C'est un tout petit peu différent. Ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'en 2007, on a conclu avec les Français un pacte à l'occasion des élections présidentielles, c'est le président de la République, et des élections législatives, c'est la majorité, qu'on a grosso modo respecté. On n'a jamais, en 2007, pris l'engagement d'en finir avec les 35 heures. On n'a jamais pris l'engagement de mettre la retraite à 65 ans. On n'a jamais pris l'engagement. On n'a jamais pris l'engagement de supprimer l'ISF et de changer la fiscalité du capital. Donc, on avait un projet auquel j'ai largement participé, qu'on a mis en œuvre, grosso modo avec quelques difficultés liées à la crise. Ce que je dis maintenant, c'est que, et j'en assume ma part de responsabilité, c'est que ce projet, par rapport à la réalité de la situation française, par rapport au déclin de l'économie française, n'était pas en mesure de redresser la situation. Voilà ce que je dis. Je ne sais pas ce que vous dites, monsieur Fillon. Alors, après, pendant... Ça, c'est le problème de tomber sur quelqu'un qui a lu le livre, parce que j'ai toutes les citations à votre disposition. Je l'ai un peu écrit. Non, mais j'ai toutes les citations. Et la prudence que vous mettez enclin à m'attribuer... Non, mais attendez, je suis régulièrement de son côté plutôt que du mien. J'essaye de finir. Pendant le quinquennat, il y a eu plusieurs occasions où on a eu des débats pour savoir s'il fallait aller plus loin. Il y en a un qui est connu de tout le monde, qui est le débat sur l'âge de la retraite, par exemple, où on a atterri à 62 ans. Et chacun sait que depuis 12 jours, je dis que 65 ans, c'est le bon âge. D'abord parce que c'était ça avant 1980, à une époque où la durée de vie était plus courte, et c'est surtout parce que c'est la règle dans tous les pays européens. Et je décris dans le livre un président de la République qui est très attentif aux mouvements sociaux, qui a au fond, et c'est pas forcément négatif d'ailleurs, qui a une vraie inquiétude. Il dit toujours, la France est un pays qui a guillotiné un roi et une reine et qui n'avait pas besoin de le faire, donc il y a une vraie inquiétude face à... Et moi, je n'ai pas cette inquiétude parce que j'ai une autre vision du fonctionnement de notre pays, et j'ai des références qui correspondent à ma propre expérience. C'est moi qui ai fait la privatisation de France Télécom, ça a l'air d'être une histoire de Moyen-Âge. À l'époque, il y avait une énorme résistance syndicale et tout le monde m'avait dit, tu vas te casser la figure. Chirac me disait même, mes amis trotskistes me disent que tu fais des bêtises. On l'a fait. J'ai fait ensuite en 2003 une réforme des retraites qui a mis 4 millions de personnes dans la rue. Et elle s'est faite quand même. Donc moi, j'ai une autre façon d'aborder cette question-là. Je pense que la France est un pays qui met en scène une résistance sociale qui est souvent plus apparente que réelle. Théâtrale que réelle. Ça dépend des sujets, ça dépend des sujets. Et donc, je dis qu'il y avait un désaccord entre le président de la République et moi sur ce que le pays était capable d'accepter et ce qu'il n'était pas capable. Vous nous faites un peu le coup de l'auteur qui se désolidarise de ce qu'il a écrit, parce que vous allez quand même beaucoup plus loin. Écoutez, à propos, c'est page 137, à propos de l'interdiction des OGM... Oui, bien sûr. Vous décrivez Nicolas Sarkozy qui est empêtré dans des calculs politiciens. Là, il ne s'agit pas d'être attentif à la gronde sociale. Vous dites... Il a préféré le court terme au long terme, il a sacrifié des intérêts supérieurs à des petits calculs politiciens. Il dit, puisque vous citez mon livre, que dans le Grenelle de l'environnement, au fond, on va sacrifier les OGM pour garder le nucléaire. Voilà, c'est ça que j'explique. Et c'est vrai que je considère, parce que c'est dans un chapitre sur le progrès, qui est pour moi une question absolument fondamentale, je pense que la France a totalement tourné le dos au progrès et que c'est un drame. Je me souviens de lui avoir dit... Personne ne sait si dans 50 ans le nucléaire sera encore aussi stratégique qu'aujourd'hui, et personne ne sait si les OGM seront dans 50 ans pas plus importants pour l'avenir de l'humanité. Et donc effectivement, j'étais en désaccord avec cette décision, bien sûr. Moi, Monsieur Fillon, je vais prendre, si vous permettez, l'histoire à l'envers. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec vous. J'ai lu le portrait de Sarkozy, que je connais pas aussi bien que vous, mais que je crois connaître un peu, et je suis tout à fait d'accord avec le portrait que vous en faites. C'est-à-dire émotif, voulant être aimé. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un adolescent attardé sur certains côtés. Donc, moi, je ne suis pas comme Nolo, je ne vais pas du tout vous reprocher ce portrait psychologique. En revanche... Politique.
Oui, psychologique et donc politique. En revanche, là où je vous attends, c'est que quand on est comme ça en désaccord, surtout pour aujourd'hui nous dire il y a plusieurs projets, etc., et on n'a pas le même projet et on n'a pas la même ambition de le mener à terme, eh ben, on fait comme Chirac en 76, on démissionne, on fait une crise politique et on va au bout. Deuxièmement, et je vous laisserai après évidemment répondre, deuxièmement, moi j'ai beaucoup discuté avec les gens du cabinet de Sarkozy, du vôtre, etc. Et ils me disaient tous la même chose, c'est-à-dire que le grand drame quasiment institutionnel de ce quinquennat, c'est que Sarkozy a joué au Premier ministre. Peut-être d'ailleurs qu'il n'arrivait pas à être président, c'est une autre discussion. On voit avec Hollande que ce n'est pas si facile parce que lui non plus n'y arrive pas. Il jouait au Premier ministre et que vous étiez en retrait, vous le laissiez jouer en Premier ministre, mais qu'il y avait un gros problème après parce que la machine, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, la machine administrative, elle est à Matignon. Et donc, c'est ce que vous expliquez très bien, et on me l'avait expliqué, vous imaginez, 10 fois pendant le quinquennat. Et que donc, là, c'est votre responsabilité, c'est-à-dire que vous l'avez laissé être Premier ministre, vous auriez dû lui dire ne me marche pas sur les pieds, et deuxièmement, après, vous n'avez pas fait suivre par la machine administrative les velléités de réforme. Je pense, et j'ai fini, au livre de Tandonnet, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Maxime Tandonnet, qui était conseiller à la sécurité à l'Élysée et qui explique très bien ça. Parenthèse fermée, mais j'ai d'autres. Moi, je suis en désaccord total. Hein, sur l'aspect machine administrative. Si, mais justement, le travail qu'on a fait, j'estimais que c'était ma responsabilité, c'est de faire marcher la machine administrative. Oui, mais pas pour faire suivre suivre les réformes que le président de la République et la majorité souhaitaient. Tout le monde ne dit pas ça. Ah oui, mais ça, vous ne trouverez pas un seul exemple sur lequel une réforme qui a été décidée par le gouvernement et la majorité n'a pas été mise en œuvre par le Matignon. Vous ne répondez pas à ce que je t'ai dit. Alors, je réponds maintenant. Okay, d'abord, le quinquennat n'est pas, ça va pas aller en s'aggravant la relation entre Nicolas Sarkozy et moi. C'est plus dur au début. C'est l'inverse. Donc c'est très dur au début. Parce qu'il y a effectivement. Vous donnez 2 fois votre démission, c'est ça? Oui, sur des sujets d'ailleurs qui sont pas fondamentaux. C'est pas des problèmes de fond, c'est pas des orientations, c'est des problèmes de rapport personnel. Voilà, il y a un climat avec les collaborateurs du président qui s'expriment partout. Enfin, tout ça, c'est difficile. Il y a l'affaire de la faillite quand je parle de faillite et qui crée un véritable drame. Bon, donc c'est surtout sur des questions de rapport. Et plus on va aller dans le quinquennat, notamment en raison de la crise financière, plus les relations vont se stabiliser entre l'Élysée et Matignon. Que vous êtes incliné. Non, c'est ça, comment vous l'expliquez ? Pas du tout. Par exemple, toute la partie 2010-2011, c'est plutôt Métès qui l'emporte en termes financiers, en termes les efforts qu'on fait en matière de redressement. Et l'endettement aussi ? Parce que je vous rappelle que l'endettement, c'est le résultat d'un effondrement des recettes et des rentrées fiscales et à cause de la crise, que l'endettement est exactement le même, il est même plus fort en Allemagne et plus fort en Angleterre pendant cette période. Simplement, à partir de 2011, nous, on reprend l'effort de réduction de dépenses. Je rappelle que le budget de 2011, c'est le seul budget de l'État depuis 1974 qui est diminué en valeur absolue, pas de beaucoup, mais qui est diminué en valeur absolue. Donc, je dis pas que tout ça est formidable et satisfaisant sur tous les sujets, mais il y a une vraie amélioration de la relation entre le président de la République et moi pendant cette période. Puis il y a un troisième sujet, après on peut toujours évidemment refaire l'histoire, c'est que dans cette phase de crise, avec une majorité qui a toujours été extrêmement soudée derrière moi, c'est très difficile de claquer la porte. Parce qu'au fond, ça veut dire que vous lâchez votre famille politique au milieu du gué. Pourquoi ? Mais Chirac, il avait le groupe majoritaire. Ça n'avait rien à voir. Monsieur Fillon, Chirac avait le groupe majoritaire à l'Assemblée. Non, mais ça n'avait rien à voir, parce que Chirac était en désaccord profond avec Giscard, qui a tout fait pour l'assassiner. Moi, j'avais en plus une autre conviction, et que je continue à conserver d'ailleurs, c'est que je pense que il n'est pas possible, dans la Ve République, telle qu'elle fonctionne, et elle a beaucoup de défauts, il n'est pas possible pour le Premier ministre d'aller se présenter contre le Président de la République. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que M. Valls ne sera jamais candidat contre M. Hollande. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça. C'est étrange. Vous nous dites, je sais ce qui est bon, je sais ce que sont les intérêts supérieurs de la France, mais la Ve République m'interdit de les... Non, monsieur No, c'est de la caricature, je dis pas ça du tout. Non, je simplifie parce que d'abord j'ai acquis cette conviction au fil du temps, et je peux pas dire qu'en 2008 ou en 2009, je suis en désaccord avec le Président de la République sur tous les sujets et que j'aurais dû partir. Surtout
surtout, d'ailleurs je le décris aussi dans le livre, c'est quelqu'un avec lequel on discute et avec lequel on négocie. Et très souvent, on va trouver des compromis ensemble. Alors on n'en trouve pas sur tous les sujets, mais on va en trouver sur beaucoup de sujets. Pour un homme de la rupture, je vous trouve bien conciliant. Mais j'étais pas pour la rupture à cette époque-là. Alors oui, bien sûr, parce que bien sûr. Alors justement, parlons de la rupture. La rupture, elle est forcément libérale. Vous donnez un exemple avec Thatcher. Je donne même avec Schröder. Avec Schröder, voilà. Absolument. Et on sait ce que c'est que ça a beaucoup de vertus, mais on sait aussi qu'il faut être élu avec ce programme-là. Et que Schröder a perdu les élections avec ces fameuses réformes, et qu'en France, on sait ce que libéralisme veut dire. Ça veut dire 3% Alain Madelin 2002. Et dans l'histoire longue, on sait aussi que les libéraux n'ont jamais réussi à prendre le pouvoir, sauf quand ils étaient adossés à des bonapartistes. Napoléon III, le général de Gaulle, etc. Donc les libéraux tout seuls, sans un adossement de pouvoir fort, bonapartiste, ou gaulo-bonapartiste, mais vous le savez aussi bien que moi, ne font jamais rien. Donc quand vous arrivez la fleur au fusil en disant « moi, je suis le fils de Thatcher et de Schröder », on annonce déjà votre score, 3%. Je laisse répondre et je complète. Alors, d'abord, ça montre que, au fond, je suis pas sûr que vous connaissiez très très bien le pays aujourd'hui, Monsieur Zemmour. Vous le visitez, vous avez beaucoup de supporters. Ah oui, je me suis baladé. Beaucoup de supporters. Récemment, c'est vos supporters qui viennent vous voir. Ah bah oui, quand même. En général, j'ai essayé de faire un travail qui a été assez ingrat et qui m'a fait un peu disparaître du radar médiatique pendant 2 ans. Je suis allé voir les gens. Et la revendication principale que j'entends tout le temps, partout, avant les questions d'identité qui sont importantes, mais qui pour moi sont plutôt la résultante de l'affaiblissement du pays, de son abaissement. Je pense qu'un pays où il y a comme seule perspective, en tout cas ça vient aggraver considérablement les choses. Il y a le chômage, il y a 2 millions de jeunes qui sont ni à l'école, ni dans un emploi, ni en formation. Et il y a la situation financière qui fait peser quand même une grosse menace sur les retraites des Français. Franchement, ça fait un climat. Voilà. Donc, qu'est-ce que me disent les gens que je vois? Ils me disent, c'est pas une question d'idéologie. Ils me disent, franchement, on n'en peut plus. L'État est allé tellement loin dans le contrôle de notre propre existence. Il contrôle notre façon de faire notre métier, il contrôle notre façon de vivre en société, et il veut même maintenant contrôler notre façon de vivre notre vie privée et l'éducation de nos enfants. C'est pas ça dans votre livre. Si, il y a un chapitre sur la liberté. Oui, mais quand vous prononcez la fameuse phrase « je suis à la tête d'un État en faillite », vous êtes devant des viticulteurs corses. Les viticulteurs corses, ils vous demandent pas moins d'État, ils vous demandent des subventions. Non mais attendez, c'est ce que disait Zemmour. C'est-à-dire que les gens, tout le monde est pour la rupture à condition de ne pas en être affecté. Attendez, si je peux m'expliquer jusqu'au bout, il y a donc une forte demande de liberté qui est d'ailleurs pas toujours formulée dans ces termes-là. Théorisée, vous voulez dire. Mais les agriculteurs, ils disent bon, on comprend que vous nous fixiez un cadre, des objectifs, mais une fois que vous nous avez fixé les objectifs, fichez-nous la paix, laissez-nous faire notre boulot. C'est pas vrai, M. Fion, vous l'expliquez vous-même. Les viticulteurs veulent des subventions. Mais non. L'opposition au VTC, c'est les taxis. Les viticulteurs corses peut-être, mais les agriculteurs que je rencontre, non. Non, vous expliquez que les lobbies s'opposent à tout. Ils veulent de la liberté. L'opposition au radar, c'est vous qui en parlez. C'est les automobilistes. Ils veulent pas. Voilà. L'opposition au VTC, c'est les taxis. C'est la lutte des corporations et des lobbies. Les gens veulent. Mais si, c'est pas le peuple français. Le peuple français, il veut de la liberté. C'est un agglomérat. Il veut de la liberté. Et vous verrez qu'on fera bien plus que 3%. Non. Et alors après, il y a un deuxième sujet, c'est qu'il y a un truc qui vous a échappé, c'est que le système politique est en train de changer. D'une façon qui n'est pas totalement institutionnelle, mais il est en train de changer. J'ai remarqué, je suis le président de la République. Il y a un truc qui s'appelle les primaires. Oui, j'ai vu ça. Il y a un truc qui s'appelle les primaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le candidat qui gagnera les primaires à droite a un certain avantage sur l'élection présidentielle qui suivra. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc le débat sur la question de savoir s'il faut supprimer les 35 heures, s'il faut mettre la retraite à 65 ans, s'il faut avoir une autre réforme, une autre fiscalité du capital, il va avoir lieu aux primaires. Il va avoir lieu avec l'électorat de la droite et du centre. Et le candidat qui sortira de cette primaire, il sera en position, je dis pas sûr de gagner, mais en position forte pour gagner, quel que soit ce que vous dites sur le fait que beaucoup de Français ne sont pas favorables au libéralisme. C'est très intéressant ce que vous dites, si je peux me permettre. Parce que vous avez tout à fait raison, la logique veut que le vrai premier tour, c'est la primaire. Je suis d'accord avec vous, au sein de l'UMP, enfin des Républicains, comme maintenant on les appelle. Mais en même temps, vous prenez un risque. Si vous sortez avec un programme
libérale qu'il faut bien appeler de régression sociale quand même. Non, pas du tout. Absolument on en parlera pas. La régression sociale, c'est le chômage. Ça, c'est la régression sociale. Oui, la régression sociale, c'est les jeunes qui sont condamnés à ne pas avoir d'avenir. Ça, c'est la régression sociale. Donner du travail à tout le monde. Karl Marx vous dirait que le chômage... Moi, Karl Marx, ça m'intéresse pas beaucoup. Oui, mais c'est très intéressant, au contraire. Non, au contraire. J'ai fait des études, je l'ai lu, je l'ai étudié. Et justement, c'est pas ma référence. Oui, non, mais vous avez raison, je comprends. Mais il n'empêche qu'on sait bien que le chômage est aussi un prétexte pour prendre position contre les ouvriers qui sont les plus faibles et qui doivent accepter. Non. Entendre des choses pareilles aujourd'hui. Monsieur Fillon, ne me jouez pas le coup de la modernité, ça marche pas. Expliquer aujourd'hui que le chômage, j'ai entendu ça pendant 30 ans de ma vie politique, c'est un truc qui a été monté par les patrons pour faire pression sur les ouvriers. Mais enfin, comment est-ce qu'on peut dire un truc pareil? Et en plus, c'est complètement contradictoire avec la situation des pays les plus libéraux qui ont moins de chômage, qui sont en plein emploi. On a eu la discussion tout à l'heure. Ils ont moins de chômage parce qu'ils acceptent une inégalité. Mais on peut discuter de ça. Ils ont moins de chômage parce que, par exemple, en Allemagne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des salaires très hauts chez Volkswagen et compagnie, c'est l'élite de la classe ouvrière allemande. Et puis il y a le lumpenprolétariat qui est payé à 400 € et qui déferle en France pour venir s'installer dans ce pays merveilleux de cocaïne qu'est le nôtre. Mais pas du tout. Je vous dis pas ça. Je vous dis pas ça. Je vous dis, c'est parce qu'ils ont accepté cette dichotomie. C'est tout ce que je dis. De fantasmer sur le libéralisme et le marxisme. Qu'est-ce qu'on propose? Premièrement, vous êtes marrant, vous voulez pas entendre la réalité. Non, premièrement, que le temps de travail fasse l'objet d'une négociation dans chaque entreprise. Non, vous dites que c'est un plafond de 48 heures. Mais le plafond, pourquoi? Parce que à partir du moment où je veux faire confiance au dialogue social, je le corsette pas, comme le propose Alain Juppé qui dit c'est entre 35 et 39, ou Nicolas Sarkozy qui dit on peut supprimer les 35 heures, mais il faut que toutes les heures supplémentaires soient payées. Mais parce que le dialogue social c'est la loi du plus fort, et que le plus fort c'est le patron. Eh bien vous ne vivez surtout pas. Dans la mondialisation. Alors allez, faites ce que j'ai fait. Allez dans les entreprises discuter avec les salariés. C'est eux qui viennent vous voir en vous disant quand est-ce qu'on nous laisse nous organiser nous-mêmes. Les salariés. Quand vous allez ils vous disent qu'ils veulent bosser 48 heures. Pas 48 heures. 48 heures, c'est parce que c'est la limite européenne et que moi je ne veux pas refixer une limite qu'on va mettre où? On va la mettre à 39, pourquoi? On va la mettre à 40, pourquoi? Quand je vais dans un hôpital, avec des organisations syndicales puissantes, et que je discute avec les gens de l'hôpital sur l'augmentation du temps de travail, le passage à 39 heures, vous croyez qu'ils me foutent dehors? Non, ils me disent, je dis pas que c'est l'enthousiasme, ils me disent, si en échange d'une amélioration de nos conditions de travail, de perspectives de carrière qu'on n'a plus du tout dans la fonction publique française, compte tenu de l'endettement de notre pays, c'est 20 ans de gel des salaires. Voilà, c'est comme ça qu'on va gérer une masse pareille. Eh bien, les gens vous disent, on est prêt à discuter. Je dis pas que c'est facile, mais franchement, refuser le débat en disant, parce que c'est le libéralisme qui consisterait... Ce que d'ailleurs beaucoup de patrons n'acceptent pas, de dire il faut qu'il y ait un débat dans l'entreprise avec un accord majoritaire. Il y en a beaucoup qui me disent mais non, fixez le temps de travail à 39 heures et fichez-nous la paix avec votre dialogue social. La deuxième chose qu'on propose, c'est que la fiscalité du capital soit raisonnable, qu'on foute pas dehors tous les gens qui pourraient investir dans notre pays. Donc suppression de l'impôt sur la fortune. On est dans ils vous suivent tous, vous avez vu. On est dans un pays où on met dehors les gens qui ont de l'argent, les Français, uniquement les Français. Français qui ont de l'argent, c'est vraiment des gens pas possibles. Alors on commence par les taxer, puis après on les met dehors. Puis une fois qu'on a fini de les taxer, qu'on a besoin de capitaux pour aller sauver une entreprise stratégique, on va se rouler devant le Qatar et les fonds de pension américains. Moi je prétends que on parlait de fantasme, votre fantasme qui a un désir de rupture libérale en France, je pense est erroné. Et deuxièmement, excusez-moi, mais on va un peu plus loin sur la rupture. Même le mot de rupture, la rupture en tant que telle, je ne sais pas ce que c'est. Par exemple, vous pourrez vous objecter, vous êtes positionné contre le mariage pour tous, on peut vous dire que le mariage pour tous, c'est une rupture qui a donné une nouvelle liberté. La rupture pour la rupture, je ne comprends pas ce concept. Alors le mot de rupture, je reconnais que c'est pas un mot très. C'est un peu étrange. La rupture est une liberté, c'est l'incipit de votre livre. Oui, vous savez qui l'a écrit. C'est François Mitterrand. Voilà. Mais non, ce que je veux dire simplement, c'est que je pense que comme la France est enfermée dans une sorte de déprime qui dure depuis longtemps et qui est liée au mauvais fonctionnement de son système politique, il faut quand même dire les choses pour être comme ça. Non, mais pas seulement, mais pour une part. Je dis simplement que s'il n'y a pas, alors appelons-le autrement, mais s'il n'y a pas une forme de choc à l'occasion du prochain débat présidentiel, même s'il y a un gouvernement qui prend des mesures qui vont dans le bon sens et qui sont raisonnables, ça ne marchera pas parce qu'il y a un aspect psychologique très très important dans le redémarrage d'une économie. Il faut que les gens aient envie, il faut que les gens y croient. Si les gens y croient pas, ils vont rester sur leur quant à soi, ils vont attendre que le gouvernement se plante. Le choc ou la nature du choc. Alors voilà, donc il faut qu'il y ait une masse
de changement qui ne doit pas être excessive non plus, hein, mais suffisante pour entraîner ce que j'appelle une réaction en chaîne positive, c'est-à-dire que les gens se disent, bah ouais, il y a un truc qui a changé, il y a des gens qui ont vraiment envie de faire les réformes et qui vont pas nous faire le coup habituel, c'est-à-dire on vous promet des trucs et sitôt après on nomme une commission et on recule devant les organisations syndicales. On voulait parler d'international aussi. Exactement, ouais. C'est ça que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est que ce qui est intéressant aussi dans votre ouvrage, c'est la rupture, bien sûr, mais en l'occurrence, la rupture aussi en matière de politique étrangère. Et donc, vous êtes plutôt pour renouer un contact avec Poutine, avec Rouhani, avec Bachar el-Assad aussi. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette méthode? Je pense que sur la situation au Proche-Orient, on s'est trompé tous depuis très longtemps. On s'est trompé sur l'Irak. Droite et gauche, on est d'accord. Oui, c'est l'Occident, d'une façon générale, alors avec des nuances. Hein, en Irak, Chirac et les Français et les Allemands avaient vu juste. Absolument. On a détruit l'Irak et on y a organisé le chaos. Et sur la Libye, vous faites mea culpa? Sur la Libye, il faut distinguer deux choses. Au fond, il y a un moment, il y a une situation d'urgence, il y a des gens qui vont être massacrés. Il faut se souvenir comment ça s'est passé. Hein, c'est en 48 heures, il a fallu stopper l'avance des troupes de Kadhafi sur Benghazi. Enfin bon, ça c'est une question de principe. On peut laisser massacrer tous les gens de la terre, mais enfin c'est pas tout à fait ma philosophie. Après, la question, vous avez envoyé la réponse à tous les droits de la planète. On vous écoute. Après la question qui est posée, c'est qu'effectivement, on est allé jusqu'à la destruction du régime de Kadhafi, et quand un régime tombe, il faut essayer de le remplacer par quelque chose. Alors autrefois, ça s'appelait la colonisation. Ça n'est pas aujourd'hui évidemment une politique souhaitable. Donc ça veut dire que on peut pas faire faire à un peuple un chemin à sa place, quoi. Et donc il fallait pas abattre Kadhafi. Excusez-moi. Et donc il faut en tirer les conséquences pour l'avenir, pour le futur, et faire, à mon avis, éviter que l'Occident intervienne militairement sans au fond qu'il y ait de projet politique derrière. Mais je continue. L'erreur la plus grave qu'on commet, c'est sur la Syrie, parce que sur la Syrie, on a tous cru que c'était une révolution populaire, que c'était un peuple qui soulevait contre un tyran, et moi le premier. Hein. En fait, c'était plus compliqué. C'est bien, il y a une partie du peuple qui se soulève contre un tyran, mais en fait, ce tyran a lui-même des soutiens dans le peuple. C'est une guerre de religion, c'est une guerre de communauté, c'est une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et comme nous, on veut pas voir ça et qu'on a refusé de voir ça, on a dit mais Monsieur Bachar el-Assad va tomber, donc il suffit d'attendre qu'il tombe et la question va être réglée. Sauf que ça fait 4 ans que ça dure, qu'il n'est pas tombé et qu'on a créé d'une certaine façon l'État islamique. Est-ce que vous seriez favorable aujourd'hui à un accord avec Assad via les Russes, évidemment, qui consisterait à échanger une solution politique contre un asile doré de Bachar el-Assad en Russie, par exemple? Bien sûr, et d'ailleurs j'en parle, je crois, dans mon livre. C'est juste une phrase. J'ai eu cette discussion avec Vladimir Poutine il y a très longtemps, enfin quand j'étais encore Premier ministre. On a eu cette discussion ensemble, et je me souviens de lui avoir dit que s'il devait y avoir un endroit où il fallait qu'il soit exilé, c'était bien. Mais comme vous ne le développez pas, je suis revenu. C'était juste une phrase. Une dernière question. Pourquoi? Attendez, parce qu'on s'assoit sur la morale. Oui et non, parce que si la morale consiste à laisser les gens se faire massacrer pendant encore 5 ans, parce que c'est ça qui va se passer en Syrie. Sauf que Bachar el-Assad est un des massacreurs en Oui, je sais bien. Mais moi, ma conviction, c'est qu'il y a une urgence. Faut stopper l'État islamique, parce que le jour où ils auront pris le contrôle de la totalité de la Syrie, ça sera extrêmement difficile de les en... Voilà. Et puis une fois que on a repris le contrôle, qu'on a permis d'éliminer l'État islamique, évidemment qu'il y aura de nouveau un processus politique en Syrie qui aboutira à terme à l'éviction de Bachar el-Assad. Personne ne peut penser que Bachar el-Assad, compte tenu de ce qui vient de se passer, va régner sur la Syrie pendant 20 ans. J'ai une dernière question sur l'Ukraine. Vous nous expliquez... sur la Syrie. Non, la Syrie c'est famille, on n'a pas le temps. Mais non, c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de temps, désolé. L'Ukraine, vous nous expliquez, bon alors l'origine de la crise, c'est que les Occidentaux ont un peu méprisé la Russie et ont voulu attirer l'Ukraine dans leur orbite économique, politique et même militaire. Militaire, c'est déjà plus discutable. Mais excusez-moi, mais c'est pas la même chose de vouloir attirer un pays dans son orbite et l'annexer, comme la Russie a fait de la Crimée. Je comprends pas ce signe d'égalité que vous mettez entre les deux. Mais c'est un débat que j'ai avec Zemmour, donc je discute avec les deux. La première chose, c'est je dis que s'il n'y avait pas eu les maladresses européennes et surtout la très mauvaise gouvernance ukrainienne, jamais la crise ne se serait produite. C'est-à-dire que non, mais ça veut dire simplement qu'il ne faut pas dire que c'est les Russes qui sont à l'origine de cette crise et qui ont déclenché cette crise, comme l'expliquent les Américains, pour mettre la main sur la Crimée. Et tout ça, c'est du fantasme.
c'est pas ça. Alors après, je n'approuve pas du tout l'invasion de la Crimée par les Russes. C'est un peu flou dans votre livre. Non, je suis pour le respect du droit international. Je constate simplement que la communauté internationale a passé pour perte et profit la Crimée depuis le début. Donc j'essaye d'être réaliste. À quoi ça sert on passe l'annexion de la Crimée par perte et profit, mais on continue à désigner la Russie comme un pays non fréquentable. Moyennant quoi la Russie est en train de s'émanciper complètement de la relation avec l'Europe, et je pense que c'est pas bon pour nous. Voilà. C'est ce que j'allais vous dire en conclusion. Et la Syrie et l'Ukraine, ça veut dire une alliance un peu privilégiée avec la Russie, et ça, l'Europe et les États-Unis sont tuteurs américains, dont on voit de plus en plus que, comme disait le général de Gaulle, l'Amérique c'est un protectorat, l'Europe est un protectorat de l'Amérique. Comment vous faites pour vous tendre la main à Poutine? Et là, moi, je vous approuve, contrairement à Nolo. Mais en revanche, vous aurez l'Union européenne, les États-Unis, qui vous en empêcheront parce qu'on est complètement serré dans un entrelac c'est là où on a toujours européen. Cette différence avec Éric Zemmour, c'est qu'Éric Zemmour est un pessimiste et que moi je crois encore qu'on peut redresser les choses, et je suis convaincu que la France aurait pris... c'est votre choix. Hein. Je suis convaincu que si la France avait pris une initiative forte sur la question russe, beaucoup d'autres pays européens auraient suivi, parce qu'au fond il y a beaucoup d'autres pays européens qui pensent la même chose mais qui n'osent pas pour les raisons qu'Éric Zemmour vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a une puissance américaine très forte, que j'essaye d'évoquer à travers un autre sujet qui est la question du dollar. C'est très intéressant. Et on n'aura pas le temps, malheureusement, Monsieur Fillon, d'en parler. Mais une prochaine fois, vous revenez quand vous voulez. Et je vous propose même de rester encore un petit peu avec nous, le temps de la semaine politique de Tanguy Pastureau. Ça devrait vous faire sourire, enfin en tout cas on l'espère. Il arrive tout de suite. Bonsoir Tanguy. Bonsoir madame. Ça va? Bonsoir messieurs. Bonsoir Tanguy. Alors cette semaine, François Fillon, vous m'avez gâché la vie. Jeudi, c'était mon jour de congé, donc je suis allé en librairie afin de voir l'ensemble des livres sur lesquels crache Éric Nolot, c'est-à-dire tous sauf deux. Ce type, c'est le Francis Homme de la littérature. Et là, partout autour de moi, parce que vous êtes un phénomène d'édition, partout je vois écrit faire, faire, faire. La seule journée où moi je ne fous rien. Donc je me suis senti coupable, je suis retourné bosser et là je suis crevé. Merci. Mais cette semaine, j'ai réalisé que grâce à votre succès en librairie, eh bien, vous êtes devenu une star transgénérationnelle. Regardez, à Sablé-sur-Sarthe, un des prépubères ont claqué leur argent de poche dans l'achat de votre livre, qu'ils ont préféré au dernier Titeuf, et pourtant le vote ne parle pas de zizi, je crois, et ils vous l'ont fait signer. C'est bien que vous êtes le nouveau Kev Adams, en fait, l'ami des petits, mais ça ne sert à rien, parce que ces gens, malheureusement, ne voteront pas avant 2027. Cette semaine, Nadine Morano a annoncé qu'elle allait écrire un livre à 4 mains, parce qu'elle pense que ça va plus vite, avec son ami noir, a-t-elle dit. Voilà, à 51 ans, elle a une amie imaginaire. Alors méfiez-vous, parce que c'est une gamine, elle va vous faire signer un livre. En fait, c'est une règle. Dès qu'on est accusé de racisme, on sort son ami noir. Si on n'en a pas, on va dans une boîte de zouk et on paye des ponches à une personne noire. Après un rapport intime de 2 minutes 15, parce que le ponche, c'est traître, on plaque la personne et on lui dit, mais bon, on reste amis, et voilà, on a un ami noir. Je suggère ainsi qu'Éric Zemmour, trop souvent décrit comme un idéologue néo-réac et moitié fou, quitte Nolo pour Clémence de la compagnie créole. Au moins, là, voilà, il aura une amie noire et donc plus de soucis. Cette semaine, Florian Philippot du FN, en pleine campagne des régionales, a reçu, et c'est stupéfiant, le soutien de Johnny Rock. Un sosie de Johnny, comment vous expliquer, habillé en cuir avec un gant en latex. En fait, c'était la première soirée SM tout habillé. Il n'a pas pu avoir le sosie de Ray Charles, donc il est suspecté de racisme. À un moment, Johnny Rock a levé les bras. Ça fait le même bruit que quand on s'assied en mini-short sur un fauteuil en Sky. Très classe. Alors à noter l'existence quand même, dans les meetings de Philippot, des ballons Philippot, qui quand ils sont gonflés, eh bien, on voit Philippot en 2015. Quand ils se vident, eh bien, on voit Philippot tout fripé tel qu'il sera dans 30 ans. Cette semaine, on apprenait que Jean-Yves Le Drian, le ministre qui fait en permanence la tête de l'amoureux des bêtes, qui en reculant a roulé sur son chat, est écartelé entre la Bretagne et la Défense. Donc il va se faire un claquage. En fait, il doit choisir entre les régionales et son ministère ou faire les deux, au risque de tout mélanger. Et alors qu'il aperçoit un chasseur breton en treillis de se mettre à hurler « Crève Dieu, c'est Daesh !» A contrario, il risquerait aussi d'offrir de l'andouille de Guéméné à tout un village chiite en Syrie. Donc il faut absolument qu'ils choisissent. Voilà. Cette semaine, Paris Match a suivi Jean-Louis Borloo en Afrique, où on le voit, il s'est fait des dizaines d'amis noirs. Il peut donc parler 15 fois de race blanche et même dans la foulée adhérer au Ku Klux Klan. C'est bon, le mec est sauvé. Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon est revenu en 1968 et s'est sapé comme un paysan chinois du temps de Mao. Il cultive aussi une petite parcelle de blé dans son jardin qu'il partage avec ses voisins. Alors après cette interview sur BFM TV, Mélenchon a fait un petit footing entre amis, comme on le voit ici. Puis il a enchaîné 3 fois
destination à pied avec des potes. À BFM, ils ont cru que l'armée chinoise était entrée dans Paris, ils sont tous taillés avec leur broussouf. Cette semaine, Le Point revenait sur les années de fiesta de Marine Le Pen. Un convoi ici en 88 assistait sa sœur qui, à 2 grammes, s'est assise sur sa canette de bière. Un ancien alcoolique breton, donc pléonasme, dit même Marine faisait un peu pochetronne et aimait les blagues vulgaires. Bref, elle était tout simplement déjà très française. Des blagues cochonnes, de l'alcool, enfin c'est dans notre ADN commun. Il faut voir ce que Valérie Brochard nous raconte dans les loges quand on va tous ensemble des 8-6. Absolument. Bézu, Bouvard, licence 4, Marine Le Pen. Enfin, cette semaine, Valérie Pécresse, dont le slogan de campagne qui est trop mignon est « J'ai choisi Valérie ». Elle joue sur la connivence, elle a hésité avec Valou avec vous et Valage rapproche, a fait du porte-à-porte pour qu'on vote pour elle. Alors un accueil mitigé, puisque 50% des gens lui ont crié « Non, ras-le-bol des témoins de Jéhovah ». 50% lui ont hurlé « Si tu viens de Syrie pour squatter ma cabane de gendarme avec tes gosses, je lâche le chien ». Elle est sous Tranxène. Enfin, cette semaine, Marisol Touraine, ministre de la Santé, s'est fait un tatouage en faveur du droit à l'avortement. Ce geste qui vous préserve dans 15 ans d'avoir un ado qui sent la sueur et écoute Booba. Désormais, à chaque engagement personnel, elle se fera tatouer. Dans 2 ans, cette dame, c'est Johnny Rock. Elle va finir chez Philippot en liquette de cuir, à lever les bras au milieu des ballons. C'était une belle semaine. Merci beaucoup, Tanguy. Merci François Fillon. Je rappelle la sortie de votre livre Faire aux éditions Albin Michel et on termine l'émission avec Alain Bauer et son fascicule sur le terrorisme. Mais juste avant, laissez-moi vous présenter les colonnades. Chaque semaine, Amandine Collongette et Dimitri Kefelec poseront leur caméra dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale pour interroger nos chers députés. Les colonnades, c'est tout de suite. La meilleure qualité de François Hollande, c'est de ne pas en avoir. Il y en a tellement qu'il faut que je réfléchisse. C'est d'être un excellent président de la République. Oh là là, changer d'avis tout le temps. La ténacité. La synthèse, forcément. Il a l'air sympa, mais c'est bien tout. Une macronade, c'est c'est moins bon qu'une citronnade. Macaronade, chez moi, c'est un plat de pâtes à la tomate. Une connerie dite sous le ton de la suffisance. Parfois une provocation, parfois une vérité. Ou une autre, une fausse modernité. Ah, ça, c'est ce qu'il fait en ce moment. Une jolie plaisanterie de droite, mais prononcée devant des gens de gauche. Une couillonnade en barre. Oh, pardon. Le hic, avec le référendum du PS, c'est Il ne devrait pas être utile, on devrait être naturellement rassemblés. C'est absurde. Un non-événement. Inopérant. Ah, un beau piège à con. Juppé, président, c'est C'est une éventualité. C'est l'endormissement de la France. Possible. Impossible. Possible. C'est une potentialité, mais il va falloir confirmer. Et Nicolas Sarkozy, il devrait Oh là, il devrait tellement de choses. Il devrait mettre de l'eau dans son vin. Continuer à faire ce qu'il fait. Il devrait s'arrêter. Voyager. Faire un vrai projet pour que la France se redresse parce qu'elle n'est pas en bel état. Il devrait faire attention à lui par moment. Prendre de la tisane de thym, parce que ça calme, ça fait du bien, ça rend zen, c'est un mot à la mode si j'ai bien compris. Alors Alain Bauer, bonsoir. Bonsoir. On a décidé de vous inviter notamment parce que vous avez écrit ce petit fascicule qui est l'ennemi qui résonne avec l'actualité puisque 6 djihadistes français ont été tués dans la dernière opération de l'armée française en Syrie. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'était ça ce qu'il fallait faire? Est-ce que c'était la bonne méthode? Bon, il y a un débat général sur la manière dont on lutte contre le djihadiste armé. Ouais. La plupart des gens expliquent, les Américains par exemple, que ce sont des ennemis combattants, ce qui évite à la fois les conventions de Genève et de faire la police aux terroristes, puisque comme ils ne savent pas ce que c'est, ils prennent l'option qui est la seule qu'ils connaissent, c'est-à-dire on tape d'abord, on discute éventuellement ensuite. Les Français sont en Syrie, on ne sait pas très bien encore pourquoi. C'est-à-dire que la lucidité et l'intelligence qui a voulu qu'on n'aille pas en Irak nous a amené mécaniquement aller en Syrie. Mais maintenant qu'on y est et qu'il y a une logique d'entrée dans un mouvement militaire, on n'y va pas uniquement pour la figuration. Donc de ce point de vue-là, il y a une logique dans l'action. Par contre, il y a toujours un manque de concept. Et d'ailleurs, on sent bien la difficulté qu'il y a à justifier cette frappe. Entre eux, on est très fiers d'avoir tué des djihadistes français. Puis, en fin de compte, non, on n'a pas tué des djihadistes français. On a bombardé un camp. On ne sait pas très bien qui y avait dedans. Enfin, mais potentiellement, il y en avait dedans. Voilà. Moi, je suis simplement un apôtre de la cohérence. C'est-à-dire que soit on va dans un conflit sunnite-chiite et on assume. Bon, soit on n'y va pas et on assume, mais nous on est comme toujours entre deux, et c'est toute la difficulté qui est celui du positionnement français, y compris sur tous les sujets que vous avez traités avant que j'arrive. On ne peut pas assumer puisqu'on refuse la question religieuse. Et que les djihadistes sont des terroristes, on a mis des mois à dire qu'ils étaient djihadistes et islamistes, on refuse la guerre entre les sunnites et les chiites, alors qu'on est évidemment dans le camp des sunnites, on refuse tout ça, on est comme d'habitude dans la discussion complètement artificielle française, un universalisme à 2 balles qui nous empêche de regarder les
réalités en face. Donc moi, ça ne m'étonne pas ce que vous dites. C'est toujours la même chose. Il me semble qu'on a vraiment pris le parti des sunnites. Oui, mais on ne le dit pas. Non, on le dit pas, mais enfin, on le fait. La visite de M. Valls en Arabie Saoudite, je comprends. Après, non, mais sur le débat, là, on ne sait pas pourquoi les Français sont en Syrie. On parle des militaires, mais on sait très bien pourquoi les Français djihadistes sont en Syrie. Moi, le débat me paraît un peu bizarre. Maintenant, sous forme de frappe ou sous forme de clip pédagogique, on a bien expliqué aux gens qu'aller en Syrie aujourd'hui, c'est pas comme aller à Katmandou dans le passé. Les gens qui vont en Syrie ont pour but de tuer leurs compatriotes et de frapper la France le plus fort possible. Donc moi, le débat me semble un peu... Tout le monde a compris maintenant. Si c'était heureusement aussi simple, ça nous éviterait le débat et probablement n'aurais-je pas écrit et je ne serais pas là. Alors qu'il y a un débat, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas aussi simple. D'ailleurs, parce que si on parlait des brigades internationales au moment de la guerre d'Espagne, sujet extraordinairement identique. Absolument. Pardonnez-moi, les similitudes. Mais on n'aurait pas le même débat. Méfiez-vous, M. Bauer. On trouverait que les jeunes qui ont un idéal et qui vont se battre pour aller dans les brigades internationales... Monsieur Bauer, méfiez-vous, j'ai écrit ça. Et je me suis fait insulter par les gens qui défendaient la mémoire des brigades internationales. Donc je vous signale, parce que je l'ai écrit aussi. Je défends la mémoire des brigades internationales parce que je défends l'idée de l'engagement, de la volonté ou de valeur, etc. C'est à toi, mais moi, je ne juge pas. Les gens des brigades internationales ne venaient pas se former pour tuer des Français. Mais si. Non, pas terrorisme. Les gens des brigades internationales venaient se former pour tuer d'autres Espagnols qui tuaient des Espagnols. Exactement. Et pardonnez-moi, je... Dans leur propre pays. Mais si. Dans leur propre pays. Non, mais les brigades internationales, les Français qui allaient se battre en Espagne. Qu'a fait le gouvernement du Front populaire? Il a quand même interdit le départ des jeunes Français qui allaient se battre là-bas pour des raisons qui reliaient à la fois le fait qu'il fallait pas y aller parce que ça pouvait créer un conflit militaire, et par rapport au risque que ça impliquait sur le territoire national. Je vous recommande la relecture. C'est moi qui vais défendre les frappes. C'est moi qui défends les frappes en Syrie. Personne ne vous dit qu'elles ne sont pas bonnes ou mauvaises. Mais juridiquement... Qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi faire? Et alors, c'est quoi votre opinion là-dessus? Mon opinion, c'est mon problème. C'est qui l'ennemi? Avant l'ennemi, on savait qui c'était. Vous voyez, c'était assez facile. Jusqu'à 89, l'ennemi était rouge. 1989. Oui, bien sûr. Après, on a décidé qu'il allait être jaune. Je sais pas bien pourquoi, parce que l'histoire de la Chine, comme à part chez Jean-Yann, visant à envahir le monde entier, était une curiosité, mais bon, pourquoi pas. Et puis rien ne s'est passé comme prévu. Absolument rien ne s'est passé comme prévu. Ce qu'on a nous-mêmes créé pour lutter contre les soviétiques s'est retourné contre nous. Ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, même si c'est jamais été vraiment son nom, mais c'est facile. Et puis après, on a eu d'autres organisations qui sont apparues, puis des mystérieuses organisations, puis des hybrides. Le premier étant Khaled Kelkal, parce qu'on a la chance, entre guillemets, en matière terroriste, à la fois d'avoir inventé le mot et d'expérimenter tout à la maison depuis toujours. Mais on n'a rien compris à ce qui nous arrivait. Puis ensuite, on a les lumpen terroristes, le terroriste de proximité qui sort de chez lui avec sa tractopelle, son katana. Des micro-attaques, quoi. Qui égorge son patron. Qui égorge son patron, mais au nom d'un conflit du travail, dit-il. On a aussi le terroriste honteux, ce qui est une grande première, parce que jusqu'à présent, le terroriste, c'était de la com. Il fallait revendiquer, faire peur, etc. Aujourd'hui, dans le Thalys, dans celui qui tue son patron, etc., on dit « Ah ben non, pas du tout, je ne suis pas un terroriste. J'ai trouvé la Kalachnikov sous mon oreiller en même temps que la petite souris. J'avais un conflit du travail, je lui ai coupé la tête parce que c'était quand même plus sympathique, etc. » On a une évolution du terrorisme singulier vers un terrorisme pluriel qui nous pose un problème majeur, c'est que nous répondons de manière singulière, comme si c'était toujours la même chose, à un ennemi qui s'est totalement diversifié. Et le problème, c'est que nous ne donnons pas d'explication sur la manière dont nous réagissons, puisque nous considérons que nous devons réagir de manière uniforme à toutes les formes de terrorisme, même celles qui, jusqu'à présent, ne nous concernent pas. Et je termine sur l'État islamique. L'État islamique, dans toutes ses revendications, et elles sont rares, et dans toutes ses proclamations, dit toujours la même chose. Venez vous battre en Syrie. Si on vous empêche de venir vous battre en Syrie, si on vous met des bâtons dans les roues, si on vous pose des problèmes, alors battez-vous sur place pour bien leur montrer ce qu'est le problème de leur revendication. Lisez-les. Moi, je considère que les terroristes ont un avantage, monsieur Nolot, ils écrivent toujours ce qu'ils vont faire. Et nous avons un inconvénient, nous ne les lisons jamais. Je ne vous comprends pas. L'ennemi, c'est très simple à identifier. L'ennemi, c'est celui qui veut me tuer. Oui. Les gens... Les djihadistes français vont en Syrie se former pour tuer d'autres Français. Si, ils veulent les renvoyer pour une part. 100% des attentats commis en Occident en 2014 ont été le fait non pas de gens qui revenaient de Syrie, mais de gens qu'on a empêchés d'y aller. Pour l'instant. Donc, attendez qu'ils reviennent. Ils défendent un territoire. Ils sont dans une logique de contrôle d'un espace dont ils ont besoin. Leurs vrais militants, ils sont là pour se battre sur place. Ce sont les autres, ceux qu'on empêche de venir, ou par ailleurs, ceux qui ont un problème qui est totalement différent, c'est-à-dire du terrorisme de proximité qui peut être État islamique comme il pourrait être n'importe quoi. D'ailleurs, 99% de l'activité terroriste en Europe n'est pas islamique. Elle est d'une autre nature. L'État islamique est une justification facile pour ceux qui restent. Mais ceux qui partent, ils partent pour se battre là-bas. Et revenir pour certains. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai toujours été hostile au fait qu'on les empêche d'y aller. Moi, je pense que s'ils veulent aller se battre là-bas, qu'ils y aillent.
grand bien leur fasse. Et après tout, ils ont le droit d'avoir un idéal. Je vous dis ça parce que moi aussi, dès le début, j'ai comparé ça aux brigades internationales, aux grandes dames de mon camarade. Maintenant, je voudrais voir, parce que j'ai lu votre texte, il y a 2 choses qui m'ont frappé. La première, c'est que vous dites, avec votre ami d'ailleurs Roffer, ce sont des hybrides, mi-voyous, mi-gangsters, mi-terroristes. Un jour, ils volent une supérette et le lendemain, ils tuent Charlie. Bon. Ouais. Moi, je vous propose quelque chose, mais c'est de la sémantique, mais vous êtes d'accord qu'elle est fondamentale, la sémantique dans cette histoire, puisque de la sémantique dépend notre réponse. Ça, on est bien d'accord tout ici. En fait, ce ne sont pas des terroristes. Ce sont, si vous voulez, des délinquants, comment vous dire, j'avais noté des gangs, des bandits. C'est du banditisme religieux islamique. C'est-à-dire que ce sont des gens, Koulibaly, Kouachi, etc., qui veulent instaurer une loi religieuse et qui, en fonction de cette loi religieuse, l'appliquent. Et appliquent des sentences de mort qui ont été décidées par cette loi religieuse. Ce ne sont pas des terroristes, vous l'expliquez très bien. Le terroriste, c'est celui qui met une bombe pour négocier avec l'État qui le domine. Cette décolonisation. Voilà. Là, ils revendiquent rien. Ils appliquent une règle religieuse. Ce sont des bandits religieux islamiques. Vous êtes d'accord avec ça ? Et ça nous permettrait de mieux définir notre ennemi et de savoir que, et je finis, de savoir que derrière ces bandits, quand ils sont bandits, il y a tout un entourage qui va des petits qui gardent les fameux choufs qui font attention, les nourrices qui gardent la drogue, etc. La famille, les amis, l'imam qui conseille. Je suis perdu là. Je veux en venir que les imams français en général. Donc, non, il y a l'imam, il y a des imams qui conseillent. Non, mais j'ai pas dit je suis pas complètement fou. Donc il y a tout un entourage, il y a tout un environnement. Et ben là, c'est la même chose quand ils passent terroristes, il y a aussi un environnement. Et comme ça, on ciblerait beaucoup mieux la fameuse 5e colonne qu'on n'a pas le droit de dénoncer. Voilà. Alors, je ne suis pas pour la généralisation hâtive, mais je suis pour ni l'essentialisation, sujet que vous avez eu tout à l'heure, mais je suis pour la précision. Ouais. Dans les hybrides, il y a toute une série d'hybrides. Vous avez des hybrides qui sont vraiment des criminels et qui ont juste besoin de se faire passer pour des militants. Mais l'essentiel de leur activité, c'est le crime. D'accord. Ils veulent juste se faire passer pour mieux que juste criminels. Vous en avez qui ont basculé de l'autre côté. D'image. Il y en a qui ont basculé de l'autre côté. Kelkal, par exemple, mon prototype, lui, il a totalement basculé. C'est un militant djihadiste du GIA qui ne fait plus aucune activité criminelle et qui est basculé, qui a trouvé autre chose. Et vous avez une série de entre-deux, des dégradés, qui vont de l'un à l'autre. Et donc, oui, il pratique un engagement au nom de l'islam. Indiscutablement. Ouais, il vous reste 1 minute pour répondre. Ils sont dans une logique de pouvoir par la terreur. Pour eux, c'est une affirmation de leur pouvoir. Quand vous prenez par exemple le cas de Nemouche, contrairement à tout ce que tout le monde imagine, Nemouche n'est pas un agent de l'État islamique qui commet un attentat à Bruxelles. C'est quelqu'un qui a été viré par l'État islamique parce qu'il ne fait pas bien son travail, c'est un nul, du point de vue de ses patrons, et qui veut se redorer en commettant un attentat à Bruxelles que l'État islamique a probablement découvert en lisant le journal. Est-ce que celui-ci, je peux le qualifier de 5e colonne? Probablement pas, mais je dois le qualifier de hybride, entrant dans un processus qui l'amène à la violence parce qu'il a besoin du pouvoir, le pouvoir de torturer ses prisonniers, notamment vos collègues journalistes, etc., et qu'il est d'une autre catégorie. Donc je ne peux pas généraliser c'est beaucoup plus nuancé que ce que vient de raconter Zemmour. C'est ce que j'explique dans le livre, c'est justement la diversité et la diversité du processus de compréhension de qui est l'adversaire. Il faut passer du prêt-à-porter au sur-mesure. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Pile poil, pile à temps. Merci beaucoup. Voilà, dans toutes les bonnes librairies, c'est déjà la fin de Zemmour et Nolot. Merci à tous nos intervenants. Merci à vous, Alain Bauer. Vivement la semaine prochaine. Mais en attendant, restez zen. Bonne soirée.